Alors moi, voilà, ça fait un petit moment que j'ai un gros souci, donc j'en ai parlé en préambule, c'est que déjà, j'ai plus assez de temps. Voilà. À cause de ça, je peux plus consommer les produits culturels que j'aimerais. Est-ce que ça n'a pas changé après la naissance de ton... Alors, je vais y venir. Hein. je vais y venir. Hein. Forcément, ça a pas aidé. Hein. Mais voilà. Là, par exemple, je me suis amusé à compter le nombre de jeux que j'ai achetés et auxquels j'ai pas encore joué. Et il y en a 17 au total. Alors, dans le tas, il y a du rétro gaming. Hein. C'est certains jeux que j'ai fait il y a quelques années. Pardon, dans le mois, dans la semaine, dans l'année, dans ta vie? Non, 17, là, en ce moment, j'ai 17 jeux physiques que j'ai achetés. Et voilà, auquel j'ai pas encore joué. Donc bon, j'ai dressé la petite liste. Hein. Vous allez voir, je vais aller. Voilà, il y a du Breath of Fire 3, du Breath of Fire 4, le FF Chronicles qui englobe 2 jeux, c'est le FF4 et Chrono Trigger, FF8, FF9. Parasite F2, Vagrant Story. Donc ça, c'est rien que pour la Play 1. C'est pas les jeux en plus où tu finis en 3 heures. Quoi. Voilà, c'est minimum du 50 heures, voire plus. Je vais pas te faire la liste de ma... Non, mais on est là jusqu'à minuit. La bibliothèque Steam, parce que... Oui, t'en as des milliers. Voilà. Après, les jeux qu'il a vraiment envie de jouer. Parce que voilà, ça c'est quasiment, j'ai 90% de ces jeux, j'ai vraiment envie d'y jouer, simplement pas maintenant. Ensuite, j'ai Suikoden 5 sur PS2. Tales of Symphonia Chronicles sur PS3, je l'avais montré récemment, là, le petit coffret que j'ai acheté qui est un peu sympa dans l'actu des Métadarons sur notre chaîne Twitch. Ghost of Tsushima que j'ai acheté l'été dernier. Legend of Mana Remaster que j'ai acheté aussi l'été dernier. Un petit jeu qui s'appelle Orwell Keeping an Eye on You. J'ai aussi celui-là. Alors lui, je pense le streamer prochainement, peut-être justement parce qu'il est court, il se finit en 4-5 heures à peu près. Le principe du jeu, c'est qu'on a accès aux données des citoyens pour trouver des terroristes qui ont commis une série d'attentats. Donc on est un peu sur le délire un peu Orwell 1984, intrusif dans la vie de tout le monde. Enfin voilà, c'est un truc un peu sympa dans le concept, donc on verra bien ce que ça donnera. J'ai failli refaire un truc comme avec le Roi Lion dans la queue des Métadarons. Ouais, toi tu me pourris mes trucs, mais Jérém, non. Hein. Et ensuite, il y a quoi d'autre? Donc, là, il y a des jeux que j'ai commencé mais que j'ai pas terminé. Et il y en a 4, par exemple, en ce moment. Il y a Trials of Mana. J'en ai parlé il y a... Oh, ça fait un petit moment. Voilà, il y a 2 podcasts en arrière que j'en ai parlé de ce jeu. J'ai pas beaucoup plus avancé. À ce compte-là, moi, j'ai commencé une partie de Divinity en 2018 et je le finirai en 2022. Hein, donc, ensuite, il y a Dragon Ball Z Kakarot. Alors lui, je le compte pas vraiment parce que j'y joue avec ma fille et comme avec ma fille, on joue pas. Parce qu'elle est nulle un peu. Non, même pas. Elle est bien. J'irai bien quand même pas. Quand elle écoutera le podcast dans des années, voilà. Sache que c'est de ta faute. Sache que c'est de ta faute si ton père a pas fini Dragon Ball Z. C'est ça. En fait, comme je suis le genre de parent qui fait attention à ce que son enfant soit pas non plus tout le temps devant les écrans et que je contrôle son temps devant les écrans, forcément on y joue une ou 2 heures par-ci par-là et on a mis quasi 1 an pour faire Dragon Quest 11 quoi, donc après il y a 120 heures aussi sur Dragon Quest, mais bon quand même on a mis 1 an pour se le faire ensemble. Après il y a Eternal Sonata, pareil, commencé pas terminé. Azura's Wrath, alors celui-ci j'ai terminé la première fin. Mais il y a une deuxième fin qui est en DLC payant. Je l'ai acheté, mais il faut que je la fasse. Voilà. Donc, et encore là, j'ai pas compté tout ce que j'ai décidé d'émuler récemment, comme Baton Kaitos 1 et 2 par exemple, ou les vieux Dragon Quest. Pareil, je compte pas les jeux gratuits PSN que j'ai déjà acheté à la bibliothèque, comme Remember Me ou Mortal Kombat 10. Donc là, vous vous rendez compte qu'on parle que de Jérém et qu'on parle que de jeux vidéo. Là, pour l'instant, voilà. Moi, je vois un pattern qui se dessine quand même. C'est ça. C'est que tu joues qu'à des jeux qui prennent 100 heures. Voilà, oui, non, voilà. J'allais y venir. Forcément, déjà, de base, je joue pas des jeux courts. C'est ça. Ça aide pas, c'est sûr. Et là, j'ai parlé que des jeux. Et je vais m'arrêter là pour les trucs que je consomme pas parce que je vais pas non plus m'éterniser trop. Ça reste une introduction pour lancer le sujet. Le reste, ça va venir, je pense, au fur et à mesure du débat. Et donc, moi, c'est assez nouveau ce type de retard parce que ça fait seulement 2 ans que je me retrouve dans cette situation de je peux pas consommer tout ce que je veux et ça me rend fou parce que j'ai toujours su gérer entre guillemets ma consommation culturelle, je l'ai toujours bien géré, bien dosé. Et là, ça me frustre. Voilà. Alors, je sais pas pour Ultra Chili, mais moi, je pense que ça fait un sacré paquet d'années que ça me dépasse complètement. Complètement. Moi, je suis né dans le retard. Moi, non, ça va. J'ai toujours su avoir le bon équilibre
pour m'y retrouver entre guillemets. Il y a toujours eu des trucs que j'ai pas consommé parce que on peut pas non plus tout faire, mais ça restait de l'ordre du raisonnable. Là, vraiment, j'en suis à un point où je me dis, il faudrait limite que je prenne une année sabbatique pour faire tout ce que je veux. Et tu n'arriveras pas, même comme ça. Voilà, même comme ça. Et alors forcément, tu l'as évoqué, Ultra, la naissance de mon fils, il y a quelques mois, a pas aidé, hein, ça a accentué la chose, parce que là, en gros... Ok, je vois un deuxième pattern qui se dessine, c'est que tes enfants sont un petit peu le frein dans ta vie. Non, on va pas leur la faute sur eux. Mais oui, effectivement, la vie d'adulte, au-delà de mes enfants, c'est surtout la vie d'adulte qui fait que voilà, je me lève le matin, il est 7h. Et de 7h jusqu'à 21h, j'ai pas un temps pour moi. J'ai un ami à moi, lui, il a pareil, vie de famille, 2 enfants, etc. Et pour jouer un petit peu, c'est pas un accro comme nous, peut-être du jeu vidéo, mais il aime bien quand même. Et lui, il jouait de 4h à 6h. Donc, il joue, je sais pas s'il le fait tout le temps, mais. Du matin? Ouais, voilà. Il se lève avant et puis il joue un petit peu le matin. Beaucoup de gens comme ça, mine de rien, parce que ça m'arrive quelquefois d'avoir des insomnies ou de me réveiller très tôt le matin parce que ou de me coucher très tard ou de pas dormir du tout. Et sur Overwatch, même à 4h30 du mat, tu trouves une partie en 1 minute, quoi. C'est pas vrai. Et sur les serveurs européens, et t'as des Français qui jouent, qui sont là, je vais bosser dans une demi-heure, mais là, je joue à Overwatch. Une petite partie. Ouais. Voilà, vous l'avez compris, hein, moi ce qui en découle aujourd'hui, c'est de la frustration, parce que alors je me dis que voilà, je l'ai un peu dit tout à l'heure, la seule manière pour moi d'assouvir ça, c'est de m'isoler, d'arrêter de travailler, de quitter ma famille, enfin bref. Non, et c'est pas envisageable. C'est possible, après c'est oui, je suis un connard. Alors que pour Ultra Chili, en fait, la faute revient qu'à un seul jeu, en fait, c'est Overwatch, quoi. Oui, c'est vrai. Lui, c'est sa raison, c'est uniquement Overwatch. Donc voilà, malheureusement, je dois accepter la réalité telle qu'elle est et me résoudre à regarder ma watchlist s'allonger. Voilà. Mais voilà, une fois que j'ai dit ça et que je prends un peu de recul, en fait, ça soulève plusieurs questions au final. Et il se trouve qu'on a parlé un peu ensemble avant de préparer le sujet. The Poop et Ultra Chili, vous partagez mon point de vue d'une manière générale. Bon, après, on va y venir. Et c'est pour ça, en fait, qu'on s'est dit qu'on allait en parler en mise au point et non pas en sushi, parce qu'à la base, je voulais en faire un petit sushi. Enfin, un petit sushi ça ou un gros sushi. Voilà, ou un gros sushi. Bon, en fait, comme on le partage et que ça aurait été assez long, qu'il y a tellement de choses à dire que ça va faire une mise au point. Donc, puis voilà, pour compléter, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Ça permet un peu de regarder un petit peu en arrière l'adolescent qu'on était dans la façon de consommer ces produits culturels et comment ça a évolué en l'espace de 20 ans. Juste 20 ans, c'est monstrueux en fait. C'est monstrueux les changements qui se sont opérés et on en parlait un petit peu avant l'émission avant que t'arrives, Ultra Chili. Déjà, j'ai des poils qui ont poussé à certains endroits. Ouais. Ça m'a choqué. Et du coup, en fait, il y a plusieurs facteurs en fait qui ont profondément modifié la donne. Et bon, le facteur numéro 1, ça reste le numérique, quoi. Oui. Après voilà, cette situation, elle découle tu y viens en fait. Elle découle à la base de quelque chose qui est très positif. C'est à savoir le nombre de plateformes numériques notamment et de promotions en tout genre qu'on a sur les produits culturels, même en physique. Donc ça permet d'avoir un accès à la culture qui est incomparable à ce qu'on a eu par le passé. Il y a déjà, voilà, pour rebondir un petit peu ce que tu dis sur la question du prix, si on prend ne serait-ce que le jeu vidéo en lui-même, c'est un des rares produits culturels qui coûtait plus cher avant en fait à euro constant. Oui. C'est-à-dire qu'on payait des jeux, je l'ai déjà fait remarquer à plusieurs reprises, on payait des jeux 400, 500 balles, et ça correspond aux jeux de 60, 70 balles qu'on paye. Alors, on commence à arriver quand même dans les 80, 90 euros. Ouais, ça y est, maintenant, nouvelle génération, elle est 80 balles le jeu. Et sur PC aussi, d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué l'actualité, mais les joueurs PC se sont réveillés au marché du jeu vidéo. On fait, wow, c'est quoi ça? Parce qu'il y a FF7 Remake qui sort sur PC et qui coûte 80 balles. Ouais. Et là, les joueurs PC disent, mais attends. Jamais on va te l'acheter ton jeu de merde. Voilà. Alors, si vous voulez, j'ai des stats, vite fait. Juste une stat. En 2012, sur Steam, il y avait moins de 400 jeux par an qui sortaient. D'accord. En 2020, on est à plus de 10 000. Voilà, sur l'App Store d'Apple, on a 500 jeux par jour qui sortent. Ah, c'est incroyable. Enfin, il y avait 500 jeux qui sortaient en 2017 ou en 2018, un truc comme ça. Donc aujourd'hui, en 2017, ouais. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est encore un peu plus que ça. Et tu vois, voilà. Une fois que tu as dit ça, il y a plusieurs questions qui se posent. Genre,
déjà, est-ce que le fait d'avoir autant d'offres, c'est vraiment une bonne chose? Est-ce qu'on apprécie autant une œuvre que ce qu'on pouvait le faire avant? Est-ce qu'on prend encore le temps aussi d'analyser ou de repenser à ce qu'on vient de consommer, de lire, d'écouter, peu importe, ou même de regarder? Et est-ce que d'une manière générale, la qualité des produits culturels elle a pas baissé pour répondre justement à cette demande toujours plus forte de la part des consommateurs? Est-ce que je peux C'est répondre? des questions, Ça, voilà. c'est une question hyper intéressante. Voilà, ça c'est des questions qu'on... Ah, Je peux y répondre maintenant si vous voulez. Ouais, on peut commencer par celle-là, ça peut être Je pas mal. peux y hein. répondre Justement, maintenant. voilà. En termes de jeux vidéo, Vas-y, c'est parti. la qualité n'a pas baissé. Ça a été le cas pendant. Il y a eu un pic de production en 2017 où on a eu, je sais plus, genre 5000 jeux qui sont sortis rien que sur PS4, un truc comme ça. Et où, effectivement, il y avait 5000 jeux qui sortaient, mais il y en avait 10 auxquels tu avais envie de jouer vraiment et qui t'intéressaient. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, sur les 10 000 jeux qui sortent sur Steam, il y en a plus que. Enfin, il y a plusieurs centaines de jeux qui méritent le détour et qui méritent qu'on passe du temps dessus. Alors, c'est sûr que proportionnellement, on reste toujours sur le même ratio. Sauf que en termes de chiffres, là, tu dis, bah, moi, je veux jouer à tous les bons jeux qui sortent. C'est un chiffre qui est inatteignable. Enfin, c'est impossible que tu joues à tous les bons jeux qui sortent cette année. Ouais, non, effectivement, moi, fondamentalement, je suis assez persuadé que la qualité intrinsèque des jeux vidéo, en tout cas pour parler du jeu vidéo, après c'est notre paire de manches pour le reste, et que l'effet en fait qui donne cette impression de baisse de qualité, c'est la masse, c'est la quantité. Et effectivement, donc du coup, si tu as 100 produits et que tu as 10 bons jeux, et si tu en as 1000, tu as 100 bons jeux, donc ça veut dire qu'il y a 900 jeux pourris. Enfin, j'exagère, c'est pas cette proportion-là, mais c'est-à-dire que du coup, tu as quand même une exposition beaucoup plus importante à des jeux pourris qu'avant. Oui, ça c'est sûr. Alors oui, t'es plus exposé à des jeux pourris, mais aussi t'as aussi un certain nombre de jeux qui sont excellents et qui te dépassent du coup très largement le temps que tu peux leur accorder. Ouais. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Tu prends l'époque de la Super NES par exemple. T'avais des jeux qui sortaient, t'en avais énormément qui étaient mauvais, qui étaient très très mauvais. Un bon jeu sur Super NES, il y en avait, mais il en sortait peut-être un par mois. Bon, peut-être pas parce que en moyenne on va dire un truc comme ça. Je veux dire, tu pouvais dire j'achète un jeu ce mois-ci et c'est le bon jeu que j'achète. Éventuellement t'en as acheté deux. C'est limite j'achète ce jeu pour cette année et c'est le bon jeu. Oui. Ouais, après je suis peut-être un peu plus généreux. Non, mais c'était pas pour la question de la qualité, c'est plutôt par rapport au prix en fait. Alors, il y avait une chose aussi qui existait avant qui s'appelait le marché de l'occasion. On a bien profité aussi. Bon, alors, c'est encore possible aujourd'hui, mais aujourd'hui il y a des freins. J'ai pas envie de m'étendre non plus à fond là-dessus, mais les magasins d'occasion, c'est de l'enculerie complète. Des fois il y a des bonnes occasions. En magasin. Ouais, Wasteland 3, 12,99€ en bois en galette. Ça dépend s'ils sont spécialisés ou pas. S'ils sont pas spécialisés, ils sont au frais sur les prix, donc tu peux faire des affaires. Non, mais dans les chaînes genre Micromania, etc. Là, du coup, je parle d'un jeu acheté dans une chaîne. Ouais. Mais effectivement, je me rappelle à l'époque, je vivais à Montpellier. Je faisais limite du trafic de jeux vidéo, c'est-à-dire que j'achetais des jeux vidéo, je les finissais et je les revendais plus cher à des magasins pas spécialisés. Oui, genre Cash Express, enfin Cash Converter. Ouais, voilà, il y avait plein de magasins où ils étaient vraiment pas ouf. C'est comme ça que j'ai découvert le premier Blood Bowl Chaos League que j'avais fait, j'ai revendu. Il y a plein de jeux sur GameCube, N64 que j'ai revendu plus cher que ce que j'ai acheté. Cash Converter, par exemple, c'est des connards parce qu'ils te reprennent une misère pour les trucs. Par contre, ils les revendent une misère aussi. Donc, tu peux te trouver. Oui, alors que Micromania, ils t'achètent une misère et ils les revendent, ils te revendent 55 €. C'est ça. Le jeu. Non, voilà, c'est difficile. Après, t'as les trucs, tout ce qui est Le Bon Coin, etc. Encore que. T'as tous les inconvénients qui viennent avec Le Bon Coin. C'est devenu moins facile qu'avant. Avant, tu pouvais arriver dans une petite boutique de ton quartier et dire, voilà, j'ai acheté ce jeu la semaine dernière, file-moi celui-là, je te file 5 €, et puis on était quitte, quoi. Ouais. Mais encore, voilà, il y a aussi maintenant, je pense que même les gens qui sont pas du tout branchés jeux vidéo, qui vont revendre, je sais pas, les jeux vidéo de leur enfant qui a quitté la maison il y a 10 ans et qui dit, tiens, débarrasse-toi de ce que j'avais, on s'en bat les couilles. Même eux, ils ont un peu conscience que ça a une valeur maintenant, les jeux vidéo, alors que il y a 10 ans de ça, tu trouvais ça pour une misère des jeux hyper rares, vraiment pas chers. Aujourd'hui, c'est chaud, quoi. Mais j'ai envie de dire que l'argument financier aujourd'hui, c'est un faux problème. Oui, non, ça c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, il y a le Game Pass, par exemple. Il y a le PlayStation Plus, le PlayStation Now. Il y a Steam, où t'as des, Sony, ils réfléchissent à faire une sorte de Game Pass, là. Ouais, on en parlait dans un métavers. Mais ne serait-ce que voilà, tu vas sur Good Old Games, sur Steam, sur Humble Bundle, t'as des réductions de malades. T'as des jeux que tu vas payer 3 €.
et qui sont excellents. T'as sur l'Epic Game Store, t'as des jeux gratuits régulièrement. Ouais, la proportion de jeux qu'on se faisait prêter quand on était au collège, lycée, par rapport à la proportion de jeux qu'on achète. Moi, depuis que j'ai un salaire correct, du coup, j'achète en fait. Bon, j'achète plus vraiment neuf. La dernière fois que j'ai fait cette connerie, c'était Borderlands 3, mais rien qu'en achetant d'occasion, en dépassant rarement les 20 balles. Bah avant, c'est ça. Je m'achète des dizaines de jeux par an. Avant, c'est ça. Des dizaines de jeux par an minimum. T'avais un jeu par mois et encore. Bien souvent, c'était le collègue qui te le prêtait ou quelque chose comme ça. Et du coup, tu le faisais tirer. Tu jouais une fois, 2 fois, 3. Enfin, tu finissais une fois, 2 fois, 3 fois. Tu rejouais avec tes collègues. Enfin, le jeu, tu prolongeais sa durée de vie, mais au-delà des espérances. Alors qu'aujourd'hui. Il y avait même un système de location de jeux. Je sais pas si voilà, il y avait ça. C'est vrai. On louait des jeux. On louait les jeux à l'époque. Même dans les vidéoclubs, tu pouvais louer des jeux, quoi. Et alors qu'aujourd'hui, oui, effectivement, on est dans la situation inverse où on a limite un jeu par jour, j'ai envie de dire, si on veut pousser le truc. Moi, ça m'arrive le week-end, quelquefois, je lance 6 jeux différents, 7 jeux différents, juste sur Game Pass, quelquefois juste en cloud, juste pour voir à quoi ça ressemble. Un petit exemple dans l'Arni Métadaron, je disais, en gros, j'ai pas eu le temps de trop jouer cette semaine. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai testé les jeux du mois. Bon, voilà, j'ai passé un quart d'heure sur chaque, et puis après, voilà. Mais après, voilà, c'est un peu ça aussi que je disais en préambule. Enfin, je suis pas entré dans le détail, j'ai pas creusé ça encore, mais c'est que justement j'ai parlé de consommer des produits culturels alors qu'avant pour moi je consommais pas, j'appréciais, je prenais le temps. Pour moi dans la consommation il y a un côté un peu péjoratif, c'est que la chose tu la termines, tu l'uses, voilà, limite tu lui fais part de sa valeur après, enfin c'est oui, tu l'as fini quoi, c'est fini, t'en as plus besoin, c'est consommé, c'est plus là, et tu enchaînes ça. Il y a un côté en fait, je consomme pas forcément parce que j'ai envie, mais parce que j'en ai besoin, parce que j'ai besoin de consommer du jeu vidéo, du produit culturel, quelque chose. C'est de la même manière, du coup, parce qu'on va parler pas que de jeux vidéo, on va parler aussi de films. Yep. Moi, j'ai des DVD à l'époque où les DVD, ça venait d'apparaître, et j'ai acheté des DVD genre Fight Club. Oui. Fight Club, je l'ai vu 30 fois. Pareil, je compte plus tous les week-ends, je crois que je le matais, Fight Club, pendant un an. Kill Bill, Pulp Fiction. Alors, d'ailleurs, là, on les a en direct. J'ai le coffret Kill Bill, là, un peu plus haut. Les Fils de l'Homme, V pour Vendetta, c'est des films que j'ai vus des dizaines de fois. Voilà, je me souviens que la première année où j'ai travaillé, j'ai compté à la fin de l'année comment j'avais acheté de DVD, enfin, comment j'avais dépensé en DVD, et c'était l'équivalent, je crois, de 5 000 €. Soit la moitié de mon salaire. Enfin, c'était sur l'année, quoi. C'était ouf. Et c'était des DVD que je regardais en boucle. Aujourd'hui, jamais je vais, je veux dire, il y a un film qui sort aujourd'hui, je peux vous assurer à 100% que jamais je vais regarder. Même là, on regarde dans la pièce où je vis, j'ai à peu près, il va me rester à peu près 150-200 DVD. Je crois que j'en regarde à peu près un par an. Bah après, regarder seul un film, c'est moins cool. Mais un film qui sort aujourd'hui, même un film que j'apprécie, peut-être que je vais regarder une fois encore. Pour le regarder avec quelqu'un, par exemple. Ou peut-être encore, peut-être dans 10 ans, je vais me dire, tiens, ce film était sympa. Ou peut-être que je voudrais le voir avec mon fils. C'est les seules explications qui font que je vais le regarder à nouveau. Il y a peu de chances que je me dise spontanément, ce film, je l'ai vu. Et je vais le revoir parce que j'ai autre chose à regarder. Parce que j'ai Netflix, parce que j'ai des abonnements pour des animés, parce que j'ai des abonnements, Et un petit exemple là pour illustrer un peu ça, il y a donc ça date un peu, Your Name est sorti il y a quelques années de Makoto Shinkai, et ce DVD je le voulais, ce Blu-ray, parce que ce Blu-ray je le voulais, et à chaque fois que je passais à un Fnac je le voyais 30 balles, 25 balles, et je fais non, je mets pas 25 balles dans un Blu-ray, c'est pas possible, et du coup je l'ai jamais acheté alors que c'est un film que j'adore, quoi. Et parce que à un moment donné en fait ça, pour 25 balles là du coup je peux, c'est même pas en fait, parce que j'ai un accès en fait sur Netflix au film maintenant, quelques années plus tard. Alors justement il y a un truc qui est terrible, c'est que ça m'arrive régulièrement d'avoir acheté des jeux, de jamais avoir pu trouver le temps d'y jouer, et aujourd'hui je les ai en triple. Oui, parce qu'ils sont offerts. Voilà, je les ai dans Game Pass, j'ai eu dans un bundle, dans le Humble Bundle, je les ai eu avec le PlayStation Plus. Enfin, il y a des jeux que j'ai en triple ou en quadruple, alors que je les ai achetés à la base. Ils sont dans une boîte chez moi qui a jamais été ouverte. Ah, mais il y a aussi des jeux, on en parlait comme ça de manière détournée, Resident of Fate que j'ai acheté sur PS3 et que j'ai racheté sur la PS4 en fait, tu vois. Il y a ça aussi, il y a des jeux que j'ai achetés en fin de vie d'une console, et je les ai jamais ouverts, j'ai plus la console aujourd'hui. J'ai encore le jeu, mais j'ai plus la console.
Ouais, là on a commencé du coup le débat sur la qualité des jeux. Donc pour en fait conclure, je pense qu'on est assez d'accord sur le fait que non, la qualité des jeux en tout cas de ce média-là n'a pas baissé. Pour les jeux, non. Ouais. Et voilà. Par contre, Alors pour le cinéma, peut-être qu'on y reviendra après, parce que je pense que ceux-ci vont peut-être être d'accord pour dire que ça a baissé, peut-être, je sais pas. Il y a Mais- des arguments en tout cas. grave. Mais voilà. Il y a Mais des gros arguments. il y a un média où pour moi il y a eu de l'amélioration, c'est les séries. Et je trouve, alors, je vais développer, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Hein. Mais alors, moi déjà voilà, les séries c'est ce que je consomme le plus après le jeu vidéo. Il y a quelques années ça aurait été le cinéma ou les films, mais voilà, la tendance est inversée. Et je pense qu'on va revenir sur ça plus tard. Et alors c'est vrai que l'offre elle est importante avec toutes les plateformes qu'il y a comme Netflix, Amazon Prime, il y a quoi d'autre, il y a Apple TV, ce genre de choses. Disney+. Ouais, Disney+, et voilà, Toutes les plateformes spécialisées. Salto. il y en a plein. Et Henri, non, c'est ces plateformes. alors déjà, la première chose qui fait qu'on a cette impression d'offres hyper importantes par rapport à avant, c'est même pas une impression en fait, c'est qu'on a une offre plus importante, c'est qu'il y a quelques années, le choix de ce qu'on pouvait avoir en série ou en film, mais là on va rester sur les séries, ça allait être bien souvent, en tout cas sur le territoire français, soit américain. Ça pourrait être à l'occasion des programmes anglais ou allemands, mais Ouais, pour il y une a niche. une grosse série, Voilà. grosse potentiel de séries Mais- allemandes sur M6. Voilà, mais ça restait pour une niche, on va dire, Ouais. quoi qu'il arrive. Les grosses séries d'action où, en fait, en gros, je te dis, ils avaient 10 fois plus de moyens en termes de Mercedes et compagnie. Et effets spéciaux, c'était quand même beaucoup moins cheap que les Et- Français, quoi. Mais voilà. Mais effectivement, pareil pour les séries anglaises, hein, de la BBC, Oui. tout ça, ça a été une tradition. Mais effectivement, en gros, oui, américain et français. C'était principalement ça. Alors qu'aujourd'hui, ne serait-ce que sur Netflix, t'as de l'Europe de l'Est, de la Corée, du Japon, de l'Islande, de la Russie, et je vais m'arrêter là parce qu'en fait, t'as tous les pays. Si tu regardes bien, t'as des. Ouais, t'as une mondialisation de séries. T'as des séries de tous bords. Et alors ça déjà voilà, ça gonfle, mais de manière exponentielle l'offre qu'on a quoi. Alors oui, non, parce qu'on a une sélection qui est quand même très limitée pour chaque pays. Oui, mais bon quand même. Oui, et après, c'est toujours pareil. Je me rappelle avoir une discussion avec un bouquiniste que je fréquentais assez souvent. D'ailleurs, je récupérais pas mal de BD de jeux, notamment là-bas aussi. Et en fait, il disait, en fait, lui, il était un grand fan de séries à l'époque où, effectivement, c'était pas du tout à mode. Hein. Je parle de trucs il y a plus de 15 ans. Hein. Oui. Il disait, en fait, sur le nombre de séries américaines, donc qui était déjà à l'apogée, entre guillemets, tout le monde en sentait les séries américaines. Il disait, en fait, il me disait, tu t'imagines même pas le nombre de bouses qui sort Mais bien sûr. sur les, et du coup, nous, on a véritablement, entre guillemets, la crème. C'est Ouais. ça. Ouais. Et dedans, il y a quand même une majorité de trucs nuls. Il y en a quand même qui passent à travers des mailles du filet. Mais après, au-delà de l'offre du coup qui est hyper importante, quand je prends un peu de recul et que je regarde par exemple les bandes annonces des séries, parce que bon, forcément je regarde pas tout, mais parfois je suis un peu curieux, je regarde les bandes annonces des programmes proposés, et je trouve que d'une manière générale, ce que j'en vois en tout cas sur les bandes annonces, la qualité est pas dégueulasse. Alors, C'est-à-dire que ouais, moi, je suis d'accord que en termes de production, les séries, c'est une évolution constante depuis les C'est années ça. 90. Il y a aussi un financement qui est juste exponentiel. il y a plus de moyens, bien sûr. C'est Mais- multiplié par 10, voire par 100. En fait, c'est devenu des financements type cinéma, en fait, pour les Mais grosses séries. ça fait déjà un petit moment. On a Ouais. ça depuis les dernières saisons d'X-Files, par exemple. On avait, Non, c'est même incomparable. En termes de financement, c'est incomparable. on avait Lost, par exemple. Oui, à la limite, c'est plus à ouais, partir de cette c'est génération-là. début années 2000. Moi je vois à titre personnel, Là, c'était une bonne. moi je Claire. vois à titre personnel un avant-après avec Breaking Bad. C'est-à-dire que avant Breaking Bad, j'ai cette sensation que la plupart des séries, et Lost en fait partie, c'était des saisons où tu avais une vingtaine d'épisodes. Et Breaking Bad, ça a été pour moi, en tout cas dans l'impression que j'en ai, la première grosse série qui a cartonné où il y avait uniquement 8 à 10 épisodes par saison. Et j'ai l'impression que c'est à partir de là que ça commence à lancer la tendance des... Ouais, c'est devenu le nouveau standard, en fait. Hein. Ouais, voilà, Non, mais- des épisodes plus longs, mais sur moins des saisons, sur moins d'épisodes en tout cas, plus condensés. Et j'ai l'impression que c'est à partir de là que ça a lancé ce Bah, format qu'on a aujourd'hui en fait. Alors, Parce que quand, maintenant, c'est un quand je standard, disais maintenant, ça. X-Files, c'était vraiment pas au pif. C'est parce que je me souviens dans ma propre Ouais. histoire d'avoir été choqué de voir un épisode. Je crois que c'était genre la saison 6 ou un truc comme ça. Je sais plus combien il y a de saisons dans X-Files. Alors peut-être il n'y a pas de saison 6, j'en sais rien. Mais il y a une, Si, il y a plus de Oui, il y a une- saisons. il y a une saison qui commence où Mulder est dans un champ et il y a des crop circles, un truc comme ça. Mhm. Et on a. Je me rappelle de cet épisode. Et
Et il est beau comparé à tout ce qu'on a vu avant, parce qu'avant c'était Mhm. une série B de merde, X-Files. Et quand on arrive là, d'un seul coup, on a une Ouais, il y a un évolution cap. qui est Ouais. phénoménale. Ouais, effectivement, la prod, c'était plus la même entre le début et la Et fin. voilà. hein. Et on Mais a- quand tu regardes Naruto, c'est pareil. Hein. Oui, voilà. oui, ça va. Mais on a senti qu'à un One moment Piece, donné, quoi. quand même, il y a quelqu'un qui s'est dit, peut-être que si on met de l'argent là-dedans, ça va rapporter un peu plus d'argent encore derrière. Et après, voilà, on l'a vu avec Lost, le pilote qui a coûté je sais plus combien avec le crash Avec de l'avion, l'avion, etc. Qui est le seul épisode de Lost que je n'ai pas vu d'ailleurs. Moi aussi, je l'ai pas vu. Ah, moi, j'ai vu par contre. J'ai pas vu la saison 1. J'ai vu Lost à partir de la saison 2. Et voilà. Et à partir de là, on a une montée en qualité qui est constante et qui est devenue exponentielle ces dernières années, effectivement. En termes de production, je suis d'accord, la qualité s'améliore phénoménalement. C'est ça, c'est mieux réalisé. T'as Par des contre- meilleurs acteurs d'une manière générale. Enfin, voilà, c'est. On est d'accord. Par contre, au niveau de l'écriture, au niveau des intentions, Oui. je suis pas d'accord. Après, voilà, non. Sur ça, après, je dis pas Je que. pense qu'on pourrait même faire un sujet commun avec le cinéma pour la question de l'écriture. hein. C'est pareil. Ouais. Ouais. On est sur le même truc. Non, après, voilà, je dis pas que derrière, c'est génial ou forcément original. Mais, en tout cas, sur l'enrobage, la qualité, quand même, ça a poussé la qualité vers le haut, quand même. Ah, ouais, c'est un peu une remarque. Je vous disais vite fait dans les métadarons ou après le podcast, pour moi, il y avait des choses un petit peu spécifiques à chaque média, enfin à chaque art, et des choses un peu globales. Et en fait, pour moi, ça touche surtout le cinéma, mais c'est pareil dans le jeu vidéo et pareil, je trouve, au niveau des séries. On est, si on devait prendre ça pour une problématique de jeu vidéo, mais à la limite on y reviendra plus tard, il y a une surenchère visuelle versus le gameplay, et là pour les séries c'est surenchère visuelle vis-à-vis de l'histoire. En fait. Oui, il y a plein de séries qui sont jolies, mais qui sont vides. Et même Bien quand sûr. on essaye d'être original, j'ai l'impression que c'est écrit avec le même algorithme. Et j'ai l'impression enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois cette année de regarder des séries ou des films différents et de me dire, j'ai l'impression d'avoir vu la même chose la semaine dernière avec juste un enrobage différent. bien Là c'est sûr. médiéval, la dernière fois c'est dans le futur, c'est dans l'espace, mais c'est le même feeling, c'est la même histoire, ils ont c'est le même personnage. les mêmes trucs qui se passent au même moment, les mêmes twists. C'est ce que j'ai expliqué pour les codes du film de sabre chinois ou hongkongais des années 80, c'est-à-dire tout était codifié à un extrême, sauf que là ça faisait partie de l'horizon attendu du public, alors qu'aujourd'hui c'est pas ça, au contraire c'est l'inverse que recherche le public, c'est à chaque fois d'être un peu surpris, de sortir des sentiers battus. Et c'est ça qui fait que des séries par exemple comme Dark qui est complètement folle cette série parce que c'est une série hyper contemplative en fait, il se passe pas grand chose et pourtant c'est une série extrêmement prenante, originale, etc. quoi. Et après le contre-coup de ça par contre je trouve, même si la qualité en tout cas au niveau de l'enrobage une fois de plus, même si elle s'est améliorée, tu l'as dit, au niveau d'écriture ça reste irrégulier actuelle, en fait, voilà, ce qui restera je pense toujours le cas parce qu'il y aura toujours des choses bien écrites et d'autres moins bien, ça changera jamais. Par contre moi le souci que j'ai aujourd'hui avec ces séries dans ces formats là, et vous me direz si vous me rejoignez ou pas, hein, c'est que du fait qu'on ait que 10 épisodes, je trouve que ça les rend moins mémorables. Enfin, qu'on ait une dizaine d'épisodes, mémorables au sens où vraiment on oublie. C'est-à-dire que avant, avec une série qui comptait une vingtaine d'épisodes, on avait le temps de s'imprégner du lore, des personnages, des lieux, du contexte. Alors qu'aujourd'hui, avec ces formats courts et qu'on consomme à la chaîne, je suis en fait, moitié d'accord. Alors moi je suis d'accord avec ta deuxième partie là que tu viens de dire, c'est le fait qu'on les consomme à la chaîne. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme on les consomme, pour le coup, voilà, on passe de l'un à l'autre. En fait, l'autre, ça fait erase un peu, quoi. Non, puis c'est pas ça, c'est qu'avant, quand tu regardais une série, t'attendais la semaine suivante. T'attendais la semaine suivante pour voir la suite et t'avais le temps pendant toute la semaine, tu réfléchissais, tu disais quand c'était X-Files ou parfois Twin tu le Peaks par regardais, exemple, j'étais là, tu faisais tes théories, t'en parlais au boulot, tu vivais la série. Pendant toute une semaine, tu vivais la série. Et ça restait ancré en toi. Voilà. Là aujourd'hui, tu regardes 4 épisodes dans la soirée. Donc il y a un moment donné, l'épisode qui passe entre deux, le deuxième, tu l'as oublié le soir même, avant même d'aller te coucher. C'est effectivement c'est un double facteur, c'est-à-dire ce facteur de consommation qui on en parlait dans le dernier Métadaron, c'est-à-dire je dis mais je me suis fait une semaine, je me suis fait quand même 13 épisodes de la série Titan avec 45 minutes en moyenne quoi. Oui. Donc c'est bon, j'ai fait que ça en termes de choses que j'ai regardées, mais ça reste phénoménal déjà si on cumule les 13 épisodes. Et effectivement oui, je serais capable de dire à peu près globalement toute la trame générale des 13 épisodes, mais je pourrais pas dire s'il y a un épisode qui ressort par de l'autre.
par-dessus l'autre. Alors que effectivement, là où je serais à moitié d'accord avec toi, dans Seinfeld, il y a certains épisodes, effectivement, après c'est un autre genre, hein, ça dépend beaucoup du genre aussi, qui vont faire que, je veux dire, cet épisode-là, le coup de, voilà, par exemple, le tournage de la série du pilote, c'est un mourir de rire. Il y a plein de trucs où et au final, il y a par rapport à ce que tu disais au tout début sur le fait que 10 épisodes, c'est pas assez mémorable. Ça dépend des séries. Il y a des séries qui effectivement jouent sur chaque épisode et chaque épisode est une œuvre cinématographique en soi en fait. Bien sûr. Mais c'est extrêmement rare effectivement. En fait, il y a une série, j'en ai beaucoup parlé ces derniers mois, c'est For All Mankind. Cette série, elle est dans ce truc-là de 2 saisons où il y a 10 épisodes de chaque. Je sais qu'il y a des choses qui sont très claires pour moi que je revois, mais parce que elle est pas cette série. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est un peu à l'image de Breaking Bad. Elle pose l'histoire, elle prend son temps, et du coup, t'as pas 1000 trucs qui se passent par épisode. C'est pas abusé, et du coup, en fait, tu retiens les choses. Alors que dans les autres formats, on peut citer par exemple Squid Game. Dans un épisode, t'as 1000 trucs qui se passent. Donc, à la fin de la saison, t'as eu l'impression d'avoir regardé un truc sympa, mais il y a plein de moments que t'as zappé, quoi. Il y en a qui te reviennent, qui te reviennent de suite, mais t'as d'autres que t'as complètement zappé. Après, c'est des séries qui sont pas non plus pour le même public et qui du coup accrochent pas les gens de la même façon. Un peu ce que tu disais The Pool la dernière fois, il fallait absolument qu'il y ait un combat au bout de 20 minutes parce que sinon les gens se barraient. Là, c'est pareil. Quand tu dis je vais toucher ce public-là, il faut qu'il se passe plusieurs choses dans l'épisode, sinon ils se sentent déçus à la fin. Et il y a un point, avant qu'on l'oublie, parce que sur l'histoire de la chronologie dans laquelle on regardait les séries, il y a ce levier, enfin cet effet, le FOMO, le Fear of Missing Out, qui est, vous connaissez le principe, qui est l'impression que si jamais tu ne consommes pas cette chose, tu vas rater quelque chose. Qui était avant une série qui passait tous les samedis soirs sur Canal+. Si tu la voyais pas, tu pouvais essayer de choper la rediffusion, tu l'avais enregistrée, et en gros, t'avais cet effet qui te faisait chier quand t'arrivais au boulot le lendemain, le lundi, et que t'étais le seul à pas voir l'épisode. Ça te faisait chier pendant 3 jours, le temps que tu rattrapes le retard, et au pire, c'était ça pendant une semaine. Aujourd'hui, une série qui sort le vendredi soir, si le lundi, tu l'as pas vue en entier, tu te fais spoiler, et tu profites pas du plaisir de pouvoir en discuter avec tes potes, parce que au bout de 2 semaines, quand tu l'auras regardé, ils auront oublié. Parce que justement, ils auront déjà oublié la série. C'est ça. Et du coup, ce truc, il est super efficace, et il est doublé encore par ce principe qui est que ça soit sur les services d'abonnement, que ça soit pour le jeu vidéo ou pour les films et les séries, les produits qui sont disponibles temporairement. Oui, effectivement, là, il y a une série dont je vous ai parlé dans un métadaron ou autre, qui s'appelle Overlord, là, qui disparaît de Netflix le 31 décembre. Je dis, Et tu ne le sais, tu sais que la série tu ne sais que la série disparaît que lorsqu'elle va disparaître. On te dit, par exemple, dans 3 semaines, c'est parti. Alors que moi, la première fois, quand je me suis abonné à Netflix au départ, j'ai passé le catalogue en revue, j'ai dit, bon, alors ça, je vais regarder. Je me suis fait une liste, je me suis fait ma watchlist en mode automatique en me disant, je mets tout dedans. Et au bout de 2 mois, quand je me suis dit bon bah tiens, qu'est-ce que j'avais commencé à regarder des trucs, mais bon vite fait par-ci par-là. Et au bout de 2 mois, quand je me suis dit bah tiens, qu'est-ce que je vais regarder, je me suis rendu compte que la moitié du catalogue que j'avais ajouté à ma watchlist n'était plus disponible. Oui. Et du coup, il y a ce stress. Tu te dis, en fait, ça, effectivement, il faut vraiment que je l'ai vu parce qu'apparemment, tout le monde me dit que c'est génial, mais je l'ai pas encore regardé. Il y a 20 épisodes. Quand est-ce que je vais pouvoir les voir et quand est-ce que ça disparaît? Il devrait mettre la fin. C'est Squid Game pour Jérémy, quoi. Il fallait qu'il le voie parce que du coup, nous deux, on l'avait vu. Oui, voilà, c'est ça. J'ai regardé Squid Game. Non, mais par exemple, il devrait mettre plusieurs fois, je fais cette réflexion justement par rapport à ce que tu dis. Il devrait mettre la fin. La date de la fin de la publication de la série. Oui, mais du coup, s'ils faisaient ça, est-ce que c'est un intérêt pour eux ou est-ce qu'ils ont plutôt intérêt à ce que tu te dises ah putain oui, il faut que je regarde Netflix toute la journée pendant 2 jours là pour rattraper tout ce qui va disparaître à la fin du mois. Moi, ça m'arrivait par exemple sur l'une des périodes les plus traumatiques pour moi sur le Game Pass, c'est lorsque j'ai voulu jouer lorsque j'ai ajouté à ma liste à jouer plus tard la trilogie Kingdom Hearts. Donc Kingdom Hearts, c'est un jeu auquel j'ai pas joué depuis 20 ans. Ouais. Et je m'étais dit c'est l'occasion de les refaire les 3. Et un jour, quand j'arrive sur la page d'accueil, ça dit il quitte le store bientôt. Et c'était genre la semaine prochaine, Kingdom Hearts disparaît. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je pouvais faire? Tu peux finir le premier. C'est pas celui auquel j'avais le plus envie de jouer. Ouais. Donc
Il faut vraiment que je m'y remette. Ah putain, il y a trop de choses à faire. Non, et du coup, le truc, c'est qu'en plus, j'avais l'opportunité d'acheter à un prix ridicule sur le PlayStation Store à la même période, et puis j'étais dit, bah non, il est sur le Game Pass, pourquoi je paierais sur le PlayStation Store? Et du coup, je me retrouve en cul, sans Kingdom Hearts, sans cette trilogie. Ouais, du coup, moi, j'ai pas fait cette erreur-là, mais en même temps, j'ai pas de Game Pass, donc du coup, ça règle le souci. Ça règle le souci, mais effectivement, j'ai profité d'une super promo, là, comme j'en ai déjà parlé dans le précédent numéro du podcast. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est un levier énorme, enfin très 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 efficace et qui va avoir une influence énorme sur la façon dont on vit les choses. Enfin, je sais que moi, il y a des moments, j'ai dans ma to-do list qui avec des dates, avec des trucs, dans mes tâches à faire, hein, comme payer mes impôts, etc. Dedans, j'ai regardé ça. Oui. Moi pareil. Ouais. Et c'est incroyable de se dire ça. Enfin, c'est ridicule. Non, j'ai pas ça, j'ai enlevé ça. La to-do list, c'est que sur des choses administratives, professionnelles, et bon, effectivement des corvées personnelles, quoi. Enfin, effectivement, il y a des rappels sur des trucs importants vraiment que je dois cadeau d'anniversaire. Non, même culturellement, je rejoins Ced, enfin Ultra sur. Je peux avoir 2-3 trucs notés parce que je dois absolument les regarder, tu vois. Non, voilà, effectivement, peut-être depuis que je suis dans le podcast, je me dis bon, il faut que je fasse tel ou tel jeu, je regarde tel ou tel truc, mais je ne me note pas en tout cas. Ouais. Voilà, et du coup, je le fais. Quand je fais ça et que je fais l'effort et que je suis là et que je me dis j'aimerais bien regarder le truc, mais non, mais il y a ça, je m'étais promis que j'allais le regarder, allez, je regarde. Et quand c'est nul, mais je suis dégoûté. Ça fout la rage, ça fout la rage. Non, mais ça va, là, du coup, pour le ramen, on n'aurait pas été déçus de Her Story, quoi, je pense. Ouais, non, ça c'est vrai. Mais souvenez-vous, comme j'ai mal vécu la série islandaise Katla. Ah oui, c'est vrai. Dès le deuxième épisode, c'était nul. Et tu as continué. Mais parce qu'il y avait un mystère, je me suis dit, ça doit être intéressant. Et à la fin, au 8e épisode ou 9e, je sais plus, quand ils allaient révéler, ça y est, le twist, le pourquoi j'ai regardé 9 épisodes de merde, j'ai coupé. Je me suis dit, non, je veux même plus savoir. Ça m'a gonflé, ils m'ont pété les couilles. Et c'est ça qui est un peu différent avec le jeu vidéo, c'est que le jeu vidéo, enfin, je sais pas pour vous, mais en tout cas, il y a la culture du zappage est beaucoup plus facile, en fait. C'est-à-dire, tu testes un jeu, tu vois que ça va pas être ta cam, quoi, et du coup, tu te dis, non, mais c'est bon, je vais pas perdre mon temps à essayer d'aller plus loin dans le jeu. Tandis que dans une série, c'est différent. Tu te dis, tiens, ouais, ça a l'air pas mal. Bon, c'est un peu poussif, mais c'est un peu du déjà vu, mais allez, peut-être qu'on va lui laisser sa chance. Et puis tu regardes un deuxième, puis tu regardes un troisième. Putain, en fait, c'est pourri, quoi. Mais tu vas aller jusqu'au bout. Là, c'est pas possible. On va rejoindre peut-être le côté de ces jusqu'au boutiste. Non, il y a peu de ça, mais surtout sur le côté de la valeur du bien culturel. Parce que la valeur qu'on lui donne. C'est ça, la valeur qu'on lui donne. C'est-à-dire que moi, honnêtement, par principe, n'importe quel jeu que j'ai payé, même si je l'ai payé 1 euro, le seul fait que je l'ai payé, non seulement je vais y jouer, mais en plus je vais le finir parce que je l'ai payé. Alors qu'une série... Alors moi, j'ai... Attends, juste, je te dis un truc, c'est que un jour, tu te rendras compte en vieillissant que ton temps est plus important que ton argent. Alors qu'une série que justement, ou un film, ou même un jeu gratos, que j'ai pas payé, là par contre, pour le coup, je te rejoins complètement dans le sens où là, je vais l'essayer, et si j'accroche pas, je vais pas me sentir obligé de forcer le truc et d'aller plus loin. Alors qu'une fois de plus, là par contre, si je l'ai payé, voilà, Her Story, on en reviendra après. Bon, j'ai kiffé le jeu, mais si je l'avais pas aimé, je serais quand même allé au bout parce que, voilà, je l'ai payé. Ouais, effectivement, j'ai du mal à être complètement dans cette logique-là. Ouais, non, moi, je zappe. Ça me il faut vraiment que ce soit mauvais pour que j'abandonne. C'est vraiment, là, du coup, il y a vraiment les deux extrêmes. Moi, je suis au milieu, mais voilà. Non, faut vraiment que ce soit très mauvais pour qu'un jeu que j'ai payé, enfin, pour que j'aille pas au bout, quoi. Non, ouais, j'ai plus de mal à zapper une série qu'à zapper un jeu. Clairement. Parce qu'en fait, les jeux, je le fais inconsciemment. C'est-à-dire que simplement, j'ai dit, j'y joue pas aujourd'hui. Et en fait, quand j'y repense, c'est 4 ans plus tard. Petite parenthèse, après on y reviendra sur la question des livres. Est-ce que vous appelez les bouquins, vous ? Oui, ça en fait partie. Je pense avoir fini à peu près 4 livres dans ma vie. Ouais, non, mais voilà, moi, je suis incapable d'abandonner un livre. Ben moi, je suis incapable. Ce que je disais sur le fait que j'ai payé un truc et que je veux le consommer au bout, ne serait-ce que par principe, là, j'ai en attente... j'ai toujours la Horde du Contrevent. J'en suis à la page 300 et quelques. Je t'ai filé une BD aussi il y a un an et quelques. Oui, voilà, il y a la BD aussi. J'avais acheté la BD à mon père à Noël. Mais ouais, non, la Horde du Contrevent, ça fait 2 ans que je l'ai acheté. Je lis 10 pages par-ci, 10 pages par-là. Je reviens toujours en me disant, il faut que je le finisse. Mais voilà, j'arrive pas, une fois de plus, à trouver le temps. Il y a plein de fois où je me dis, ah bon, je fais quoi là ? Un soir, par exemple, je fais rien. Bon, j'aimerais bien lire.
Ah tiens, l'heure du contrebande. Ah ouais, mais attends, j'ai ce comics là. Ah mais là j'ai le Métal Hurlant que j'ai acheté en septembre que j'ai toujours pas. Non, enfin. Alors il y a ça aussi. Il y a plein de trucs. Et il y a ces moments. Je sais pas si ça vous arrive. Moi, ça m'arrive quasiment tous les soirs. Ces moments où je me dis bon alors. C'est quoi la meilleure stratégie pour ce soir? Est-ce que je regarde une série? Alors, si je regarde une série vite fait, peut-être qu'après, je peux faire un peu de jeu. Et vite fait, le soir, j'écoute un audiobook. Alors, par contre, les audiobooks, j'ai fini. Mais les livres, en général, je les finis pas. Et je passe quelquefois 20 minutes, une demi-heure, quelquefois beaucoup plus, à réfléchir, à me dire, qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi la meilleure stratégie pour occuper mon temps ce soir? Et finalement, à rien faire pendant ce temps-là. Ouais, c'est ça. Effectivement, on perd beaucoup de temps, beaucoup moins maintenant. Parce qu'en général, c'est plutôt automatique. C'est devenu automatique. C'est-à-dire, le livre, c'est avant de me coucher. Et, donc, quoi qu'il arrive, je finis par lire. Ouais. Et après, ça se joue entre l'état de fatigue, donc entre la série et le jeu vidéo, quoi. Donc, du coup, c'est quand je suis un peu plus en forme, je vais jouer. Et quand il est pas trop tard, et que je sais que j'ai au moins une demi-heure, 1 heure devant moi, minimum. Et quand je sais que c'est que c'est un peu juste, du coup, je vais me lancer un épisode, quoi. Ben, moi, pendant des années, jusqu'à à peu près presque ma trentaine, je pouvais pas me coucher sans lire. Il fallait que je lise un truc avant de dormir. Un roman, une BD, un manga, peu importe. Il fallait que je lise un truc avant de dormir. Mais en fait, justement, maintenant, avec ma vie de parent, voilà, quand il faut faire des choix, alors, j'arrive à un moment où je me dis, bon, bah là, je continue à lire ou je joue à un jeu que j'ai acheté ou voilà, enfin, ou je vais regarder une série qui m'intéresse depuis un moment ou un film et alors, ou écouter un podcast, parce que le podcast fait aussi partie des produits culturels. Il faut se dire qu'il y a des gens qui nous écoutent là, qui ont sûrement sacrifié quelque chose pour nous écouter. Ouais, c'est clair. Merci à vous si vous êtes là d'ailleurs. Mais donc, voilà. Si vous n'êtes pas là, allez vous faire foutre. Voilà, allez. Mais vous le saurez jamais, donc du coup. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais ouais, voilà, même du podcast. Et encore que le podcast, c'est encore autre chose parce que tu peux te le mettre en fond, comme un audiobook peut-être. Ce que j'allais dire, d'autres choses, quoi. Si jamais, moi, quand je suis passé aux audiobooks, je suis jamais revenu en arrière parce que, effectivement, tu peux les mettre en jouant à un jeu vidéo, par exemple. Tu peux les mettre en faisant la vaisselle. Tu peux les mettre, moi, je les mets sur la route, je suis sur mon vélo. Quand j'arrive au niveau des pistes cyclables, je m'en retourne mon audiobook et voilà, quoi. Et ça rejoint encore enfin, pour moi, encore ce que je disais tout à l'heure sur le fait de moins apprécier les œuvres. Parce qu'avant, tu prenais le temps de lire quelque chose, tu lisais chaque mot, tu n'en loupais pas un. Maintenant, tu es dans l'audiobook ou un podcast ou peu importe, quelque chose que tu mets en fond, mais tu fais une activité à côté, donc tu n'es pas vraiment concentré dessus, donc tu l'apprécies moins qu'avant. Oui, non. Ma vaisselle, par exemple, pour laver 4 assiettes, je mets 45 minutes. Quand j'écoute un audiobook. Mais il y a un autre facteur, effectivement. Je lis quand même beaucoup, enfin relativement, même cette année c'était un petit peu moins le cas. Mais je lis quand même une bonne vingtaine de romans minimum par an. Et avant, je pense que j'en lisais le double. Après, c'était pas les mêmes tailles de romans, je pense aussi. C'était beaucoup plus court. Et maintenant, je sais combien j'en lis. Avant, je les comptais pas. Oui. Voilà. Donc avant, je lisais juste par plaisir de lire et tu prenais ce qui venait, voilà. Peu importe. Et là, du coup, je me dis, en fait, je sais ce que je lis. Là, c'est aussi un objectif positif, c'est-à-dire j'en veux garder une trace, en fait, une mémoire. Oui. Parce qu'autant je me rappelle à peu près de manière presque automatique tous les films que j'ai vus au cinéma et l'année où je les ai vus, à une année près, quoi. Autant un livre, je suis incapable de savoir quand je l'ai lu. Donc, du coup, maintenant, j'en garde une trace depuis 2-3 ans. Mais du coup, en fait, il y a une espèce de compteur qui tourne, quoi. Et avant, il n'y avait pas de compteur, en fait. Oui. Ouais. Bon, il y a aussi un autre facteur dont on n'a pas parlé, qui est indépendant de l'accessibilité et tout ça. C'est aussi le fait qu'on est des vieux cons. Enfin voilà, on vieillit, on s'arrange pas, la mémoire fonctionne un peu moins bien. Enfin voilà, on a une vie active, ça a été un peu évoqué. Il y a aussi ça, quand on est plus jeune, jusqu'à peu près 20-25 ans, tu te rends pas compte de tout ça. Mais paradoxalement, après voilà, c'est une question que je me suis posée, que je vous pose à vous deux aussi, c'est est-ce qu'au finalement, aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ans, ou même 15, on ne consommerait pas plus de choses qu'avant? Est-ce que cette part de tous ces produits culturels accumulés, en fait, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup plus de temps, beaucoup moins de temps libre aujourd'hui que quand j'avais 20 ans, par exemple. J'ai l'impression que je consomme juste beaucoup plus de choses. Ouais, moi c'est vraiment ça. C'est-à-dire que du coup là, ça fait 4 ans que j'ai un travail qui me prend énormément de temps par semaine. Bon, sauf période de vacances évidemment, mais en fait, je consomme plus qu'avant. À l'époque où je travaillais à temps partiel. Oui. Ça c'est sûr, parce qu'on a plus d'offres, plus de choses à regarder. Plus de choses à jouer.
Je veux ça à lire. D'ailleurs, sur ça, il y a aussi. Ouais, petite parenthèse, voilà, effectivement, je pense en avoir déjà parlé aussi. C'est premier confinement. J'ai plus rien à lire. Oui. Et là, j'ai fouillé ma bibliothèque, j'ai trouvé 10 bouquins que j'avais pas lus, quoi. Donc, oui. Ouais. Juste un petit truc, c'est sur la façon, parce que du coup, moi, je suis très stratégique dans ma consommation. Même, il y a un côté très random et un côté très stratégique. C'est-à-dire que le côté random, c'est je sais pas à quoi je vais jouer ce soir, ou je sais pas ce que je vais regarder. Par contre, je sais la durée que je cherche. Oui. Par exemple, je cherche un film qui dure moins de 2 heures. Et je vais regarder un film qui dure moins de 2 heures, comme ça me laisse le temps de faire une partie d'Overwatch derrière. Bien sûr. Et c'est très difficile, en fait, d'évaluer, ne serait-ce que, par exemple, comme tu l'as dit, les séries. Les séries, tu te dis, tu sais quoi, je vais regarder 2 épisodes de la série et ça va me faire 1h30. Ouais. Sauf qu'en fait. T'en regardes 3, voire 4. Sauf qu'en fait, t'en regardes 3, t'en regardes 4. Et tu te fais niquer. Fini, quoi. Voilà, c'est ça, c'est qui est horrible. C'est pour ça que la série a dépassé. Je calculais, en fait. Je me disais ça, je me suis noté là, vite fait. Et je me dis, en fait, avant, il y a ne serait-ce 15 ans, je regardais 50, 60 films par an au cinéma. Ouais. Aujourd'hui, si je regarde 5 ou 6 par an, c'est le bout du monde. Ouais, bien sûr. Quand j'étais étudiant, j'allais 3 fois au cinéma par semaine. Voilà, c'est monstrueux. Et au-delà de ça, et même, je me suis dit, en fait, je dois pas dépasser 30 films vus, cinéma compris, par an. Maximum. Sur le cinéma, j'ai un retard, mais de fou. Enfin, je regarde que les trucs qui. Et c'est mon art majeur, quoi. J'ai une thèse en cinéma, oui, voilà. quoi. Enfin, merde. Moi, c'est pareil. À la base, voilà, je l'ai évoqué, à la base, moi, c'était le jeu vidéo, et en second, c'était le cinéma qui venait, et encore, c'était plus ou moins égalité pour moi quand j'étais plus jeune. Et maintenant, c'est la série qui est passée devant le cinéma parce que là, je pense qu'on peut y venir maintenant. La qualité du cinéma a baissé quand même. La qualité d'écriture du cinéma. Oui, bien sûr. C'est un problème d'écriture avant tout. Il y a un problème d'écriture. Il y a, nous, on est aussi d'une génération des films des années 80, 90 et 2000, enfin début 2000, qui sont un peu, pour moi, peut-être l'âge d'or, entre guillemets, de ce qui a été révolutionnaire. Et on a un peu fait le tour de. Après, je pense qu'il y a de grosses. Il y a eu des trucs sympas, mais il y a un gros effet de nostalgie quand même. Je sais pas, parce que quand tu regardes l'influence que ça a eu sur des autres des années 80 qui sont encore des marqueurs d'influence. Parlons de manière un peu plus précise. On parle de cinéma américain. Oui, bien sûr, on parle de cinéma américain complètement. C'est en fait les Américains, ils avaient une faculté à la fois d'aspirer, de produire un cinéma hyper populaire, hyper entraînant, hyper prenant, et en même temps hyper bien écrit. Bien sûr. Et c'est plus le cas. Oui, mais alors après, c'est plus le cas, oui, non, parce que encore une fois, c'est une question d'offre et de ratio merde et trucs qui marchent bien. Enfin, quand tu prends les films, par exemple, tu prends une année 87, tu vas te dire, tiens, il y avait quoi comme film en 87? Il y en a peut-être 10 qui étaient bien. Tu vois, il y en avait pas plus que ça. Aujourd'hui, tu dis, il y a Villeneuve qui fait des bons films, il y a, enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours eu, il y a 700 films qui sortent en moyenne par an au cinéma aux États-Unis. J'ai l'impression que c'est plus rare, tu vois. Il y a des films qui sortent encore, bien sûr qu'il y a encore des bons films. Non, mais alors. T'as moins de bonnes surprises. Je pense qu'on est moins exposé aussi. Parce qu'avant, t'allais au cinéma. Et t'allais regarder les films au cinéma. Aujourd'hui, t'attends que ça passe sur Netflix. Et sur Netflix, malheureusement, c'est pas le focus, le cinéma. Non, sans attendre. Mais moi, le dernier film qui m'a, alors je vais pas dire le laisser sur le cul, mais en tout cas, que j'ai vraiment adoré au cinéma, c'était Premier Contact, justement. C'était Parasite. De Villeneuve. Ouais. Ouais, bon, après, Premier Contact, je l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai pas vu au cinéma, voilà, Parasite, c'est pour ça que je le compte pas. Mais que j'ai vu au cinéma. Et ça a été un putain de claque dans ma gueule. Ouais, bon, c'était une grosse claque. Et pourtant, j'ai vu d'autres films entre temps. Bon, je cite même pas les Marvel parce que ça, c'est du spectacle et c'est toujours des bons moments, mais voilà, ça, c'est des one-shots. Tu les vois une fois. Mais même, en fait, la qualité d'écriture de Marvel, alors que j'en ai vu énormément au cinéma. Ouais. J'ai arrêté depuis quelques années, mais j'en ai vu énormément. Je prends un plaisir même pas coupable, en fait. Oui, non, c'est bien sûr. Mais par contre, tu regardes l'écriture des Marvel, la plupart des films, sur la vingtaine de films, il y en a peut-être 2 qui sont bien écrits, 3, allez. En tout cas, oui, mais quand tu prends le genre que c'est, enfin, je veux dire, c'est ça la différence. Tu n'as pas des exigences hautes à la base sur le même genre, en fait, sur ce genre de film-là, les films d'avant, dans le même genre, je pense qu'ils étaient mieux écrits. Alors, ça dépend. Si tu prends Batman, si tu prends les de Tim Burton, ouais, c'était excellent. Voilà, tu prends Batman 3. Bon. Ah, Batman Forever, c'est plus un film de Tim Burton. Hein. Tu prends les Superman. Les Superman, non. Je suis désolé, moi je préfère les vieux Superman aux Superman d'aujourd'hui. Je les trouve moins bien écrits. D'accord, mais entre les vieux Superman et Marvel, Man of Steel est sympa. Non, justement, Man of Steel, quoi. Parlons-en. Pour moi, c'est une purge atomique en termes d'écriture, quoi. C'est pour ça, il est bien. Non, en termes d'écriture, ouais. C'est une purge atomique. Mais tu prends les Superman.
comparé au Marvel. Je suis pas sûr que ça soit moins bien Marvel que, enfin, je sais pas, moi j'ai pas l'impression, j'ai jamais trouvé ça, même quand j'étais petit, je trouvais pas ça ouf Superman. Et j'ai pas l'impression que ce soit une question de génération. C'est simplement que tu parles de super-héros, tu t'attends à ce que ça soit un peu neuneux, et puis dans l'ensemble, je trouve qu'on sort plutôt bien. C'est aussi comparé avec leurs médias d'origine. Entre les médias d'origine, les comics, après, encore une fois, je suis absolument pas spécialiste. Petite dédicace, donc. Mais il y a ça. Moi, ce que j'apprécie, c'est l'histoire générale. On s'en bat les couilles. Ce qui est appréciable, c'est la mise en scène des personnages et les interactions qu'ils ont entre eux, parce que c'est ça qu'on a envie de voir. Voilà, pour faire un petit parallèle justement entre cinéma et séries, sur ce sujet-là, sur les super-héros, j'ai 10 fois plus kiffé toutes les séries de super-héros que j'ai vues que tous les films de super-héros que j'ai vus au cinéma. T'as pas vu, comment il s'appelle le mec avec son poing en feu là? Iron Fist, non. C'est de la merde. non, pour le coup, pour les Defenders, j'ai regardé que Jessica Jones. Et j'ai adoré Jessica Jones. Luke Cage, c'était sympa. Ouais. Les 2 premiers épisodes. Ouais, c'est vrai. Le Daredevil, les 2 saisons sont très bien par contre. Ouais. 3 saisons peut-être? Je sais plus. Loki, il paraît que c'est très très bien. J'ai pas encore regardé, mais il paraît que c'est très très bien. Donc voilà, il y a ce format en fait pour moi qui est. Mais tu prends les Guardians of the Galaxy, ça reste très appréciable. Moi j'adore les Guardians. C'est mes Marvel préférés, les Gardiens de la Galaxie. Mais ils sont bien écrits. Ils sont pas spécialement bien écrits. Si, ils sont bien écrits. Ils sont bien écrits, je trouve. Ils sont beaucoup mieux écrits que. Il y a un bon rythme. Tu peux les revoir. Sans le dévaloriser parce que je l'aime bien en plus. Ant, que même les Avengers, enfin n'importe quoi. Oui, parce que j'allais dire, tu tapes dans Avengers, là tout de suite tu baisses d'un niveau. Ouais. Tout ce qui est Captain America, le Soldat d'hiver, toutes ces merdes, c'est vraiment pas. Voilà. Mais voilà, tu sens l'écart qu'il y a entre les deux est monstrueux. Les Gardiens de la Galaxie, c'est les 2 seuls films que j'ai beaucoup revus, au moins 3 ou 4 fois chacun. Et dans les Marvel. Là. Les Thor, ils sont pas mal. Alors les Thor, si tu les prends en mode parodie, ce sont des films très drôles. Si tu les prends en tant que film Marvel d'aventure, c'est pas top du tout. Alors après moi je me suis régalé. Il y a un côté méta dans ces films qui fait que tu peux pas les prendre au premier degré. Non, c'est pour ça. Après voilà, on sait pas exactement quelles ont été vraiment les intentions. Pour moi c'est de la comédie, Thor. Mais les Thor c'est très très drôle. Je pense que le dernier qui va sortir va être très très drôle du coup. Possible. Mais le personnage de Thor c'est un bouffon quoi en fait, mais un bouffon qu'on aime bien, mais ça reste un bouffon quoi. Et j'avais commencé un truc tout à l'heure et on est parti sur complètement sur la difficulté d'évaluer le temps que va te prendre quelque chose. Pour les jeux vidéo, c'est juste impossible. Ouais. Non, c'est vrai. Parce que, alors moi, j'ai un site que je ponce en permanence qui s'appelle How Long to Beat. Ouais, moi aussi. Ouais, tu en parles souvent. Mais moi aussi, je vais beaucoup dessus. Je suis dessus avant de. Donc, par exemple, How Long to Beat, tu prends un Devil May Cry ou Vanquish ou Bayonetta, ils disent 5-6 heures. Ben oui, mais c'est du jeu à scoring. Derrière, tu les refais. Enfin, tu les refais en boucle. Genre, par exemple, la dernière fois, je vous en ai parlé, j'avais fait les Punch-Out. Punch-Out, ils disent genre 3 heures. Ouais, t'en parlais, effectivement. Mais tu mets pas 3 heures pour battre Punch-Out. Si tu mets 3 heures, si tu connais le jeu par cœur. C'est pareil. Enfin, à ce moment-là, on prend le temps des speedruns, quoi. Genre sur Hades, le speedrun, là, actuel, c'est 6 minutes 29. Tu veux pas dire que Hades, ça prend 6 minutes 29. Voilà. Sur Returnal, par exemple, le speedrun, là, actuel, c'est 4 minutes 58. 4 minutes, Returnal, pour finir Returnal, c'est 4 minutes 58? Ouais. C'est ça, ouais, 4 minutes 58. Il m'explique comment ils font. Je sais pas, moi. Il faut regarder. Ben, tu regardes, il est sur YouTube. Mais même Sekiro, il y avait un truc en 1 heure ou un truc comme ça, je sais plus. Oui. Mais en fait, comment tu peux esquiver tous les boss? Enfin, je sais pas. Voilà, donc. Écoute, ils exploitent un polygone. Mais du coup, voilà, pour le finir en 4 minutes 58, il faut avoir passé 200 heures sur le jeu. Bien sûr. Donc, ça compte pas. Donc, voilà, si on prend les stats de Devil May Cry 5, par exemple, c'est le temps le plus court de complétion est enregistré donc, c'est-à-dire le mec qui ont fini le jeu en se disant, moi, je rush un peu, mais sans en faire un speedrun, c'est 5 heures. Le mec a dit, moi, je prends mon temps, c'est 100 heures. Je pense que dans les. Comment on évalue ça? Enfin, c'est. Moi, j'ai jamais utilisé cet outil. Effectivement, par contre, il y a un autre outil qu'on partage d'ailleurs au quotidien. C'est le bouche à oreille. Oui. Enfin, quand tu as commencé à faire Dragon Quest 11, je me suis dit, du coup, le temps de finir la deuxième quête, tu vas finir aux alentours de 100 heures. Oui, c'est à peu près. Je sais que quand Jérémy me dit un jeu fait 50 heures, par exemple, je sais que moi, j'ai passé 20 heures dessus.
On joue pas du tout de la même façon. Comme les parlé Bah, de moi, j'adore explorer. Moi, non, moi, c'est c'est pareil, trouver tous les secrets et tout ça. Moi, Ouais, j'aime bien Alors, monsieur 100% moi, aussi. c'est donc, quelque chose que je faisais beaucoup avant, quand j'étais sur Super NES, par exemple, ou sur PlayStation, la première PlayStation, parce que j'avais peu de jeux et que j'aimais bien faire ça. Là, aujourd'hui, je me suis fait une raison et je me suis mis dans la mentalité de, on va le faire en roleplay. C'est-à-dire, je suis un mec qui vit dans ce monde. Il a pas le temps d'aller voir ce qui se passe quand on bouge la caisse, machin. Non, lui, on lui a donné une mission. Va faire ta mission. Ouais, non, moi, c'est attention, il y a un danger imminent. Fin de la cinématique, je vais explorer. Voilà. Voilà, c'est. Je vais explorer 10 heures. Alors que l'autre est en 10 heures train. après, il a le bras toujours C'est ça. l'épée sur la gorge. L'autre est Alors, toujours en train de faire son hémorragie. Mais Après, il y a des jeux pour lesquels, par contre, le temps est noté et on sait que c'est ça. Par exemple, on prend Gone Home. Je pense qu'il y a peu de monde à passer Oui. 5 heures sur Gone Home. J'ai quelque chose dans la gorge, quoi. Her Story, quoi. Oui. Our Story, voilà, What Remains of Edith Finch, Return of the Obra Dinn, on peut galérer un petit peu, mais voilà, il y a des jeux qui sont très condensés. Et mais même globalement, on peut évaluer une durée moyenne qui est commune à la plupart des joueurs. Effectivement, moi, Divinity, j'en discutais avec mon pote qui vit à Taïwan, parce que voilà, c'est un jeu qu'on a en commun, ça fait des années qu'on en parle, etc. Et je lui dis, ben voilà, je suis à 120 heures officielles, mais je pense que je peux rajouter 70 heures de plus. Alors, après, il y a ça aussi, c'est qu'est-ce qu'on veut faire dans le jeu. Après, il y a les jeux, comme tu en parlais tout à l'heure, les jeux qui ont plusieurs fins. Et Ouais. par exemple, moi, je vois pour un truc où c'est très facile d'évaluer le temps que tu vas passer, c'est les visual novels, parce que en gros, c'est tu lis le Temps de truc, lecture, ouais. voilà. Et donc c'est à peu près le même pour tout le monde. Mais sauf que si tu prends par exemple un visual novel qui est très très court, qui est Hatoful Boyfriend, qui est un jeu de drague de pigeons. Ah oui, j'ai commencé ce jeu, ça m'a fait délirer. Voilà, tu finis l'histoire principale, c'est 1h30. D'accord, c'est si court que ça. J'ai joué Voilà. 3 quarts d'heure, j'étais pas loin de la fin principale. Donc. C'est ça. Mais comme dans la plupart des visual novels, il y a plusieurs fins. Et en général, si tu veux vraiment savoir ce qui se passe dans l'histoire, il faut avoir débloqué toutes les fins pour débloquer la true ending. Là, ça te prend un peu plus de 10 heures quand même. Donc on est quasiment à du x10 entre le j'ai fini le jeu et j'ai vraiment fini le jeu. Et en fait, quand on y pense, sur un visual novel, finir le jeu sans avoir vu toutes les fins, c'est pas vraiment l'avoir fini. Ouais. Oui, c'est un peu le même délire qu'on avait là j'ai un trou de mémoire là, sur le jeu où tu es entre plusieurs nanas, t'as ton officiel et ta maîtresse. Catherine. Catherine, voilà. Oui, voilà. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que Catherine, moi, je me suis pas contenté d'aller à la fin, Ouais. j'ai essayé d'exploiter tout, Bien sûr. toutes les potentialités. C'est comme un jeu, par exemple, comme The Witcher 3. C'est dommage d'y jouer en se disant je fais que les quêtes principales et je creuse pas le lore, les quêtes annexes, les environnements. Ce serait, pour moi, ça serait un crime parce que c'est vraiment profond comme jeu. Le jour où je vais faire, d'ailleurs, j'ai commencé à faire le Witcher 1. Ouais. Moi, j'y joue comme ça. Moi, je passe en mode. C'est dommage. Tu m'as demandé de tuer un loup-garou, je vais tuer un loup-garou. Il y a pas de. Ouais, c'est dommage pour ça. C'est mon taf. T'as le temps, toi, tous les jours, là, dans la rue. Est-ce que tu te dis, tiens, il y a quoi au bout de la rue, là-bas? sorceleur. En même temps, c'est le principe de C'est un The sorceleur. Witcher, hein. C'est-à-dire qu'en gros, t'as des contrats, tu dis bon, allez, tu vas ça. buter un loup-garou, je le bute. C'est ça, c'est que c'est amené comme ça en plus dans le jeu. C'est que t'as pas l'impression de faire ça de manière forcée. T'as pas l'impression que c'est de la quête secondaire. Tu fais ça parce à la que différence tu es un sorceleur, d'un quoi. Elder Scroll, effectivement, où beaucoup de quêtes, où c'est un petit peu ça, quoi. Bon, encore, c'est pas trop mal parce que c'est souvent bien écrit. Mais après, je le vois là dans Nier Replicant, par exemple, ce qui me saoule un peu dans le jeu, c'est justement toutes ces quêtes FedEx. En fait, je me dis, si elle m'apportait pas un peu d'expérience et du stuff, en fait, du coup, en fait, je le ferais même pas. Oui, bien sûr, ça c'est chiant, bien sûr, ça n'a aucun intérêt. Mais du coup, moi, ça fait un petit moment que je suis passé quand même à des sélections de jeux, du coup, qui sont assez courts, qui durent en général moins de 10 heures, Bien voire sûr. quand je pousse un peu moins de 20 heures. Ouais. Et j'en suis assez content, en fait, finalement. Parce que, mine de rien, ça permet d'avoir des expériences qui sont condensées. What Remains of Edith Finch, par exemple, il est extraordinaire, ce jeu. Ah, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Pour moi, ce jeu n'aurait pas pu exister sur 50 heures. Personne ne peut faire ça. En fait, moi, là, j'ai encore l'impression de me retrouver un peu entre les deux. C'est-à-dire que autant j'irais, mais à vraiment beaucoup une propension à jouer des jeux très longs. Ah, très chronophage, oui. Ouais. La pub, j'en joue à moi, beaucoup de jeux c'est comme vrai que ça. j'alterne, en fait. J'alterne. J'ai besoin d'avoir ces expériences courtes et en même temps d'avoir des jeux extrêmement longs qui me prennent des mois, des mois. À l'occasion, ça peut m'aller des jeux courts, mais voilà. Mais un tous les 2 mois, pas plus, quoi. Après, tu peux avoir même des jeux
court parce que du coup moi je joue à beaucoup de jeux narratifs comme vous le savez, mais il y avait un jeu par exemple qui m'avait marqué, c'était le Ken and Lynch 2. Ouais. Que j'avais trouvé très fun, et le jeu est très court, il se finit d'une traite. Je crois que j'ai fini genre en une après-midi, il dure à peu près 6-7 heures, un truc comme ça. Donc ouais, une grosse après-midi. Et j'avais trouvé vraiment beaucoup plus fun que le premier. Oui. En me disant, bah là, en fait, il se passe toujours un truc, t'es toujours entraîné vers la suite. Il y a des moments, t'es à poil, tu cours dans la rue en tirant sur des Chinois, enfin, je sais plus exactement. Mais voilà, et j'avais trouvé ça le jeu est pas ouf, hein, mais j'avais trouvé ça très très fun. Et là, par exemple, là, en ce moment, je joue à It Takes Two. It Takes Two, c'est un jeu qui est pas très très long et qui est extraordinaire. Et il est d'une richesse folle. Il a l'air. Hein. Il a l'air pas mal. Ouais. Alors que justement. Et la prochaine fois, petite parenthèse, amène les jeux là que tu que tu as à la maison là. C'est vrai. Et contrairement justement au même studio qui avait fait A Way Out, qui était un peu plus court que It Takes Two, parce que It Takes Two, ça doit être, je sais plus, une dizaine d'heures, un truc comme ça. Ouais. Et A Way Out, c'est genre 6 heures. Pareil, j'avais fini en une journée avec mon fils, on avait joué, on s'était mis toute la journée, on avait dit allez tiens on fait ce jeu. Et ça se traînait, ça se répétait, etc. Et d'un autre côté, ben voilà, ils ont fait It Takes Two qui est enfin un festival de surprises et de générosité. Il est ouf ce jeu, il est vraiment très très bien. Je vous le conseille à 2000% d'ailleurs. Par exemple, là récemment j'ai essayé A Plague Tale. Ouais. Ah, j'aimerais bien le faire, effectivement. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça fait un moment que ça me chauffe, en fait. Ça fait au moins un an, voire. Alors, moi, j'aime pas tout ce qui est jeu d'infiltration, tout ça. Ouais. Et j'ai pas joué longtemps, mais j'ai l'impression que ça va être ça. Mais par contre, il y a un truc qui m'a saisi d'entrée de jeu, c'est tu démarres dans une forêt, et la forêt, en fait, quand on a vu des milliers de forêts dans les jeux vidéo. Ça pourrait être un sujet de thèse en soi. Voilà. La forêt dans le jeu vidéo. Quand je suis rentré dans cette forêt, je me suis dit, putain, ça me rappelle les bois derrière chez ma grand-mère quand j'étais petit. Parce que cette forêt, elle a quelque chose de vrai. Et en fait, quand tu avances dans le jeu, bah, tu te dis, bah ouais, tu visites un peu la maison de tes parents, avec je sais pas, des servants, j'en sais rien. Et bref, c'est très détaillé. La porte, elle est très détaillée. Les armures, elles sont très détaillées. Et en fait, tu te dis, oui, parce que l'environnement est petit, en fait. Il est petit, il va être là, tu passes un certain temps dedans, donc c'est rentable de faire quelque chose de très détaillé là-dessus. T'as un mode photo qui permet de faire des photos magnifiques, parce que justement, c'est quelque chose qui est condensé. Et tu peux pas te permettre de faire ça sur un open world, par exemple. Et j'ai l'impression que très vite, quand le jeu commence à vraiment démarrer et que tu arrives dans les phases d'infiltration, justement, bah, tu commences à avoir des décors qui se répètent un petit peu. Qui sont génériques, quoi. Voilà, qui sont un peu plus génériques, et tu perds ce côté un peu enchanteur que tu as dans la toute première phase du jeu. Et voilà, bah, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure avec What Remains of Edith Finch. Tu peux avoir des expériences comme ça qui sont à ce point poussées que lorsque elles sont limitées dans le temps et dans l'espace. Enfin, je veux dire, tu peux pas faire un open world de 50 heures avec ce niveau de détail. Ouais. Oui, mais ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt, c'est... Même si c'est ce qui nous attend, mais ça n'a pas d'intérêt. Et je voulais faire une petite parenthèse, enfin, parler un peu de la musique. Après, je dis ça, il y a RDR2, mais... Ouais. Tu fais bien d'y venir parce que, ouais, effectivement... Je voulais faire une petite parenthèse avant je pense qu'on y reviendra aux jeux vidéo à au moins plusieurs reprises. Je sais pas vous, mais moi je trouve que je pense que musicalement ça je suis incapable de juger si c'était mon mieux avant ou c'était moins mieux aujourd'hui. La prod est mieux aujourd'hui, encore une fois. Effectivement, la prod est mieux. Mais par contre, c'est vraiment autant ça me poursuit au quotidien. C'est-à-dire que j'écoute de la musique en permanence. Hein. D'ailleurs, quand tu es arrivé, il y avait de la musique, quoi. Bien sûr. Et autant, par contre, j'ai l'impression d'avoir rien découvert depuis le 2005. C'est ce que j'allais dire. J'écoutais, c'était des vieux trucs. Mais j'écoute la même chose. J'ai la même playlist. Hein. Et là, pour le coup, c'est parce que je pense que là, pour reprendre ton expression, je suis un vieux con. Et je n'arrive pas à me mettre à la page des Spotify / Deezer / et compagnie. C'est Apple Music et compagnie. Et en fait, j'arrive pas à être dans un rapport d'une politique d'accès, en fait. Ouais. Autant je peux l'accepter pour le jeu vidéo parce que c'est presque le modèle économique, mais non, pour la musique, c'est aussi le modèle économique. Mais par contre, j'arrive pas à me dire, en fait, je vais m'inscrire à Spotify aussi peu cher que ça puisse être pour écouter de la musique. Non, c'est pas possible. Alors, je suis plus non plus dans ce que j'étais avant, c'est-à-dire acheter des CD etc. Mais par contre, là où il y a une certaine forme d'appauvrissement, c'est que à part FIP, et encore FIP, ça fait pas longtemps que je me suis mis,
je ne découvre rien en fait de musique. Ou par les copains. Mais justement, que ce soit Apple Music ou Spotify, c'est les deux que j'ai essayé seulement, donc je peux pas parler des autres. Mais ils ont des moteurs de suggestion qui sont très très efficaces, qui vont parfois te piéger dans le sens où ils vont te dire tiens, t'as écouté Korn, Limp Bizkit et Playmo et Acme. On va te mettre que ça pendant les 2 prochains mois. Mais généralement, non. Alors, c'est même pas vrai. Généralement, ils essaient quand même de piocher ailleurs, même si ça ne sont pas forcément sur des choses que tu aimes. Mais non, ça te suggère quand même assez régulièrement des choses à écouter, des choses que tu vas découvrir. Pas forcément des choses très récentes. Quelquefois, ça peut aller piocher dans des vieilles discographies. Mais moi, je découvre des choses toutes les semaines avec Spotify. Et c'est pour ce coup-là, j'ai conscience en fait que ça, c'est une forme de progrès aussi quelque part. Mais c'est le côté accès en fait. C'est pareil, c'est-à-dire que tu perds ton accès tu perds ta musique. Oui. Mais oui. C'est vrai. Il y a aussi des choses, bon là on va parler de choses pas tout à fait légales, mais qui demeurent introuvables aujourd'hui. Moi je sais que j'ai des versions des vieux albums de jazz de Björk qui sont introuvables, qui n'ont jamais été commercialisés en France. T'as un titre là Ouais, je peux te le trouver, ouais. Juste pour l'expérience. Ouais. Et toi, ton rapport, Jérém, pendant que je cherche à la musique, du coup, comment ça a changé, toi Ouais, moi je reste, je suis toujours resté curieux à l'écoute de ce qu'ils faisaient durant le terme, au niveau de la musique. Mais il y a quelques années, je trouvais de bonnes surprises, mais ça fait peut-être 1 an ou 2 que je bloque. J'arrive plus à trouver des nouveaux trucs qui me plaisent. Black Pumas, c'est de la bombe. Lesquels? Black Pumas. Black Pumas? Black Pumas. Black Pumas, ok. Ah, ça, je pense que ça pourrait te plaire. Billie Eilish. Ouais, non. J'aime pas. Alors, je vais te l'épeler parce que c'est Luktar Gdendur. Alors, vas-y, elle. Luktar Gdendur. Ouais. Gvendur. Spotify? Ouais. Je crois qu'on vient de faire la meilleure pub pour Spotify, là. Ouais. Par contre, depuis que j'ai Spotify, je pense que j'ai pas écouté un seul album complet. Ouais, il y a effectivement ça. Il y a aussi ça qui a changé effectivement le mode de consommation. Avant, on écoutait des albums, maintenant on écoute des chansons. Ouais. Et d'ailleurs, c'est le mode de sortie des titres. Parce qu'en fait, l'effet pervers de ce truc, c'est que de ces plateformes, c'est que si tu veux, en tant qu'artiste, apparaître régulièrement dans les sorties, il faut que tu sortes régulièrement des choses. Ouais. Tu peux pas ressortir régulièrement des albums. C'est vrai que les artistes aujourd'hui sortent des singles, mais vraiment, en fait, t'as tout l'album qui sort en single. Bah, en fait, moi, c'est un peu ça aussi mon souci. C'est moi, j'ai un mode de consommation entre guillemets. Je suis resté old school sur mon mode de consommation. Je consomme du jeu vidéo, de la musique et de la série. Non, la série c'est plus vrai. Mais en tout cas, le jeu vidéo et la musique, je les consomme comme je les consommais avant. C'est-à-dire que tac, un album me plaît, je vais l'écouter plusieurs fois et du coup, je vais arrêter de découvrir d'autres choses. Au même titre qu'un jeu vidéo, je vais rester sur les trucs d'exploration, de trucs hyper chronophages, de jeux de rôle, de choses comme ça, et quitte du coup à faire un jeu par mois au lieu d'en faire peut-être 10, mais c'est un choix. Je suis un peu pareil pour le jeu, hein, c'est-à-dire que mais que du coup je découpe plus mon expérience dans le temps, c'est-à-dire que du coup voilà, encore une fois c'est un excellent exemple, Divinity, c'est-à-dire que du coup 2018 j'ai dû faire une 15aine d'heures de jeu, en 2019 j'y ai peut-être pas trop joué, en 2020 j'ai dû faire une 30aine d'heures, et ainsi de suite, 30 ou 40 heures par an. Ouais. Et puis là, en 2021, j'ai mis un gros coup d'accélérateur parce que j'en ai marre et j'ai envie de le finir. Mais je le finirai en 2022. Donc, je sais qu'il me reste encore une 30aine d'heures de jeu. Ouais. Et, mais voilà, du coup, c'est en fait, un jeu comme ça, enfin, des jeux comme ça longs, en fait, je finis toujours par les finir au bout d'un moment. C'est-à-dire, voilà, il y a aussi ce côté, sauf quand, alors, parce que, il y a un moment donné, je faisais ça aussi, mais sauf que, alors, c'est de plus en plus courant aujourd'hui, mais il y a eu une époque quand même où quand tu commençais un jeu, tu mettais en pause, tu mettais sauvegardé, tu revenais 2 mois plus tard, tu disais, je suis où? Oui. Aujourd'hui, t'as de plus en plus un petit résumé. Et t'as de plus en plus aussi du chapitrage. Par exemple, moi, c'est un truc que j'avais apprécié, et c'est ce qui a fait que j'ai continué à jouer à Scarlet Nexus, par exemple, c'est que le jeu est divisé en chapitres, et que que t'as comment ça s'appelle, t'as une encyclopédie qui te raconte tout ce qui s'est passé dans le jeu, accessible en permanence dans le menu pause. Donc, ce qui fait que même si j'ai joué 2 semaines plus tard, ben, je pouvais revenir là où j'étais et me rappeler un petit peu où on en était, quoi. Mais combien de fois ça m'est arrivé d'abandonner les jeux parce que, à moi de les refaire.
Ouais. De refaire depuis le début. Des jeux où j'ai 20-30 heures de jeu derrière, et puis derrière, oula, ça fait longtemps que j'ai pas joué, je me souviens plus de l'histoire. Allez, je recommence depuis le début. Et je le finis derrière. Ça m'est arrivé aussi, mais moins souvent. J'ai plus souvent abandonné quand même. Mais du coup, on arrive aussi un petit peu au jeu épisodique, qui peut être aussi une alternative à ça, qui permet de revenir un petit peu à ce qu'on avait, avec la diffusion télé des séries, c'est-à-dire vivre dans le rythme, jouer au jeu dans le rythme que nous donne de la production du jeu. Ouais. Mais à part moi, Life is Strange, j'ai jamais vraiment été dans cette approche-là, quoi. Bah moi, j'ai fait avec pas mal de jeux Telltale à l'époque. Parce que j'étais bien dedans, donc en général, je les achetais tous au début. Et du coup, ouais, t'avais ce côté-là, tu disais, bon, bah voilà, ce mois-ci, j'ai l'épisode 1, le mois prochain, j'ai l'épisode 2. Et pareil, je passais du temps sur les forums à discuter avec les gens. Alors, qu'est-ce que vous pensez que ça va être qui est le tueur dans. Comment ça s'appelait ce jeu Werewolf Within. Ah ouais. Non. Ouais, c'est ça. Ah non. Non, Wolf Among Us. Werewolf Within, c'est le jeu de le loup-garou. La dernière fois, c'était moi qui faisais tromper. Wolf Among Us. Ouais. C'est vrai que c'est rigolo. C'était moi. Et donc, oui, j'ai retrouvé un petit peu de cette ambiance qu'on avait à l'époque où on regardait la télé, on regardait Twin Peaks, on se disait qui a tué Laura Palmer. Et ben là, c'est pareil, qui a tué Blanche-Neige. Mais ouais, voilà, c'est un truc qui peut être sympa aussi. Et les jeux qui permettent de faire ça, de dire c'est divisé en chapitres et quitte à ce que tu reviennes un mois plus tard, c'est pas grave, tu peux reprendre la OTT et savoir à peu près où t'étais, t'as un petit résumé, etc. Je trouve ça appréciable. Il était bien ce jeu. Ouais, il était très bien chez moi. J'avais d'autres trucs choquants, mais il était bien. Je me suis arrêté au 3e parce que j'ai pas le 4 et le 5. Du coup, j'étais. Je suis pas allé au bout. Non, du coup, je suis jamais allé au bout. Et du coup, tu sais pas qui c'est. Non, je sais toujours pas qui est le tueur. Mais voilà, non. Après, voilà, c'est. Je pense que le jeu vidéo est quand même un peu à part par rapport aux autres médias parce que c'est un média qui est natif du numérique, quoi. C'est-à-dire. Tandis que les autres ont subi un petit peu cette transformation de support et encore une fois, aujourd'hui, pour qu'une série marche, il faut qu'elle soit belle. Aujourd'hui, pour qu'un jeu vidéo marche, il faut pas forcément qu'il soit beau. Non, pas forcément. Non. Et d'ailleurs, même, ça peut participer à son effet évocateur. Encore une fois, en expérience condensée, j'ai un exemple qui est 30 Flights of Loving. J'en avais parlé vite fait la dernière fois. C'est un jeu qui dure 15 minutes à peu près. Les personnages, c'est des cubes. Les décors sont dépouillés au possible. Mais c'est un roller coaster. En fait, en permanence, tu passes d'une scène à l'autre et t'avances, etc. Ça t'évoque différentes scènes, différentes situations, sans que vraiment jamais t'aies le temps d'explorer exactement ce qui se passe. Et du coup, à la fin, tu sors du jeu, t'as une impression de ce qui s'est passé, comme d'avoir eu un souvenir de ce qui s'est passé, d'avoir vécu cette expérience, quoi. Et le fait que le jeu soit pas forcément très détaillé, c'est ce qu'on avait aussi dans Firewatch, par exemple, où le jeu, c'était du low poly qui était magnifique, pour le coup. Même une expérience comme Bound, qui est, c'est pareil, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, mais en même temps, qui objectivement n'est pas forcément très joli. Alors, il faut distinguer, je pense, la direction artistique et la qualité technique. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, t'as des jeux qui, si on prend Firewatch, techniquement, c'est pas super compliqué, mais la direction artistique est folle et fait que le jeu fonctionne très très bien. Alors que quand tu regardes, si tu prends une capture d'écran, à un moment donné, quand tu joues, tu dis, ouais. Mais quand tu es dedans et que t'as ce ciel rouge, orange, avec les sapins qui se font dans le fond, c'est magnifique. Ouais, mais c'est pareil pour moi, dans l'ambiance, effectivement, la grâce de la danseuse, c'est juste assez incroyable, quoi. Il y a ça, en fait, il y a une particularité du jeu vidéo, c'est que tu peux l'apprécier vraiment que quand tu l'as manette en main. Et c'est pour ça, pour revenir un peu à notre conclusion sur l'expérience, la démo technique et Matrice Awakens, pour moi, c'est l'antithèse, en fait, en quelque sorte. Oui, c'est nul à chier. C'est-à-dire, en gros, ça démontre aussi par la merveille technique qu'est cette démo, que si derrière il n'y a pas des gens qui sont capables de faire une DA de ouf, qui sont pas capables d'écrire. En fait, en gros, moi j'ai distingué, je sais pas ce que vous allez en penser, mais j'ai noté quelques petits versus et à la limite je vous interroge sur ces petits versus. Vas-y. Hein. Alors le premier, je vous en ai déjà parlé, sur enchère visuelle versus gameplay, univers versus histoire, AAA versus jeu indé,
et expérience course versus expérience longue. Alors je pense qu'on en a bien parlé. Ouais. Déjà du dernier, mais effectivement il y a beaucoup ça. Et effectivement là Matrix, c'est la surenchère visuelle, mais est-ce que les jeux qui auront cette capacité technique de fou seront bien? Pas forcément. Je pense pas. J'ai jamais autant fait chier dans un jeu que dans Matrix Awakens, quoi. Mais c'est pas un jeu, après c'est une expérience, c'est une démo. C'est une démo technique, mais j'ai joué à d'autres. Il y avait Linger in Shadow par exemple sur PS3 qui était cool. C'était une démo technique. Mais alors, il y a un truc en fait. Au niveau du gameplay, parce que ce que je disais, c'est quand ça peut paraître contradictoire à notre époque, parce qu'aujourd'hui, t'as des gens qui regardent des gens jouer sur Twitch et qui disent, voilà, moi, j'ai l'impression d'avoir joué au jeu. Oui. C'est pas la même chose. Linger in Shadow, par exemple, à regarder, c'est nul. Oui. Manette en main, t'as l'impression de manipuler cet univers et tu comprends pas bien comment. Non, c'est hyper abstrait comme truc. Voilà, et même au niveau des contrôles, tu bouges des trucs, tu sais pas exactement l'effet que ça a, mais inconsciemment, tu sais que c'est toi qui influe sur ce truc. C'est ça. Matrix, la démo de Matrix, là, je suis désolé, le gameplay est nul à chier. Le personnage, c'est un tank. Il est désagréable à contrôler. La caméra, elle est nulle. Enfin, tout est nul dans cette démo. Il y a que l'aspect graphique qui est absolument extraordinaire parce que c'est ça qu'on voulait nous montrer. Mais le gameplay, quand tu tires, quand tu bouges les réticules, que tu tires sur les pneus là, c'est nul à chier. T'as l'impression que ça marche pas. T'as l'impression que. D'ailleurs, du coup, tu nous expliquais que. J'ai lâché la manette pour faire le test. Le jeu est automatique, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai voulu niquer le jeu et c'est le jeu qui m'a niqué parce que du coup, il y avait la séquence de gunfight, enfin de la course poursuite avec la phase de shoot. Je pose la manette pour me dire voilà, on va voir ce qui va se passer dans le jeu si je tire pas, si je tue pas les agents, est-ce qu'ils vont me tuer? Et ouais, effectivement, le jeu est passé en mode automatique et ça tirait tout seul en fait, et ça a fait la séquence tout seul. Donc ouais, c'est aucun intérêt quoi. Écoutez, est-ce qu'on peut conclure sur ça? Moi j'avais une petite conclusion à apporter. Vas-y alors. Vas-y, je te laisse. Alors, comme j'en discutais un petit peu en off, c'est-à-dire que en fait il y a plusieurs modalités qui rentrent un petit peu en jeu. Après voilà, je pense que vous pourrez un peu compléter. Effectivement, une des premières choses qu'on a parlé, c'est et qu'on a beaucoup insisté. D'ailleurs, c'est intéressant sur la question de la chronologie. Effectivement. On n'a pas du tout la même façon de consommer, ni de passer autant de temps, ni de vivre une expérience en fonction. Et puis, on a pris de l'âge aussi, faut dire ce qui est. Entre le côté sérialité télé en fait qu'on avait avant et le binge watching maintenant, par exemple pour les séries, c'est l'inverse en fait. C'est des expériences. On vit complètement les séries d'une façon totalement différente. Et je pense que vous le ressentez quand vous revoyez une vieille série que vous avez vue du début jusqu'à la fin en 6 jours et à une série que vous avez vue en 6 ans parce que la série a duré 6 ans. Ça c'est incroyable. Ou 20 ans si tu regardes Amour, Gloire et Beauté. Ouais, voilà, par exemple. Il y a la question du support, effectivement, on en a parlé, c'est un peu un toile de fond sur la question du numérique. En fait, ça a changé effectivement énormément de choses en termes de prod, donc dans un bon sens. Mais aussi du coup la massification fait que et l'accessibilité, ça c'est l'aspect diffusion, donc ça a bouleversé complètement l'équilibre. Et je trouve encore plus pour le cinéma, effectivement le cinéma est un peu en perte de vitesse à cause de la question de la diffusion. Ça a bougé aussi au niveau de la communication et du marketing. Alors là, ça, je pense que ça touche un peu tout pareil, c'est-à-dire que du coup on te vend un produit parce qu'il est beau. Voilà. CF Marvel quoi. Marvel ce sont de très très beaux films. Voilà. Même Superman, voilà, Man of Steel, si tu prends l'aspect visuel, il est magnifique ce film. Ouais. Si tu prends mais au détriment d'une certaine qualité d'écriture globale. Effectivement, même si on peut argumenter que avant c'était pas forcément mieux. Il y a un aspect financement, effectivement, on n'a jamais eu autant d'argent qui ont été mis, on n'a pas trop parlé effectivement qui ont été mis dans les produits culturels. C'est devenu un marché extraordinaire. Le jeu vidéo, ça pèse plus lourd que le cinéma, par exemple, qui est déjà un monstre. Les séries, je pense que c'est un petit peu du même ordre. Même dans le marketing, maintenant, t'as des pubs pour les séries dans la rue. Avant, t'avais des affiches pour les films au cinéma. Maintenant, t'as des affiches pour des séries qui passent sur Netflix. Et c'est même quasiment, enfin, moi, sur mon chemin, là, quand je vais au boulot, c'est quasiment que ça. J'ai que des affiches pour Dexter et The Witcher, par exemple. Et pourtant, jamais autant les créateurs ont été si peu payés, si peu reconnus. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire que globalement, à part aux États-Unis, mais ils se sont fait niquer même aux États-Unis. Depuis la grève des scénaristes, ils se sont fait éclater.
Et on n'est pas, enfin du coup je voulais faire une petite parenthèse sur la BD, c'est-à-dire que c'est une véritable paupérisation des créateurs en fait, au détriment justement des communicants, des producteurs, etc. Après on a un système un peu particulier en France et ça mériterait un sujet à part entière, mais en tout cas à l'échelle mondiale c'est un peu ça qui se passe. Mais à l'échelle française, par exemple, la BD est un cas tout à fait typique où, en gros, un auteur de BD touche que dalle sur une BD. Ça, oui. Et la plupart des auteurs de BD n'en vivent pas. Enfin, voilà, et ils n'en vivent pas du tout. C'est un système qui a l'avantage de l'éditeur, mais l'éditeur non plus, il gagne pas tellement d'argent que ça. Donc, qui gagne du pognon, en fait. Je crois que l'auteur, grosso modo, c'est 20% sur le prix. Non, moins. C'est moins que ça. Moins que ça encore. En moyenne, c'est 10%. Ouais. Entre 7 et 10%. Peut-être que 20%, c'est quand tu es illustrateur et auteur, peut-être. En gros, en fait, il y a beaucoup un système. Après, je dis sans doute des choses qui sont pas tout à fait justes. Mais un auteur, un dessinateur de BD, imaginons qu'il soit auteur aussi, scénariste, du coup, il va avoir une avance sur recette. Donc, du coup, ça va être sa avance sur recette, ça va être sa paye. En gros, aller 10 000 euros, par exemple. Ça va lui prendre 1 an à produire. Donc, déjà, c'est pas ouf en termes de salaire. Et une fois qu'il aura fait ça, il va toucher un pourcentage sur les ventes une fois qu'il aura remboursé avance sur recette. Donc bon, du coup vous me contredirez dans les commentaires. Alors... mais en gros c'est pas tout à fait comme ça, mais en gros en fait c'est à dire que du coup il va toucher très souvent que le pognon de l'avance sur recette et derrière il va toucher 1 euro par album ou 2 euros quoi maximum. Pour ce qui est du cinéma aux États-Unis, du coup, tu en parlais vite fait. Je m'étais renseigné il y a pas très longtemps sur la question. Et dans les années 90, un scénario qui était un petit peu original, un petit peu funky, et que les gens te disaient, oh putain, ça peut faire un bon film, que le film soit produit ou pas, ça se vendait, et c'était les enchères. C'était, tu disais, ben toi, là, t'as vendu un film la dernière fois, enfin, t'as vendu un scénario, il a cartonné. Le prochain, même tu l'écris pas, tu sais quoi, je te donne 1 million là. Ouais, ça pouvait être, aller jusque-là, ouais, effectivement. C'était ça. Et il y a eu, donc avec ces changements de production et de façon de créer les séries qui sont créées un peu plus de manière industrielle, dans ces 15 dernières années, il y a eu je sais plus, en 2000... Ouais, début année 2000. Ouais. 2007, un truc comme ça. 2000, non, peut-être plus tard que ça. Je sais plus, la grève des scénaristes. La 3e saison de Heroes. Deuxième même. Deuxième saison d'Heroes. Deuxième saison d'Heroes. Donc ça devait être 2004-2005, quelque chose comme ça. Il y a eu cette grève des scénaristes où ils ont demandé, nous, on voudrait être payé un peu, on voudrait que tout le monde soit payé un peu pareil. Il n'y a pas de raison que les superstars soient payés super cher et que les autres soient payés au rabais. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont obtenu, sauf qu'ils ont obtenu un tarif qui est syndical. Et donc aujourd'hui, c'est au métrage. Donc, t'écris un film, une série de 20 minutes, tu vas être payé, je sais plus comment c'était, un truc du genre 30 000 euros, un truc comme ça. Enfin, j'en sais rien. Non, même pas. On balance un chiffre. Voilà. Et t'écris un film, tu vas être payé 60 000 euros parce qu'il dure 60 minutes. Enfin, je dis des chiffres complètement au hasard, mais disons que c'est fixé. T'as plus d'histoire de toi t'as écrit Star Wars, ok, tu vas gagner énormément d'argent. Toi t'as écrit un truc vite fait là qui a été tourné. Non, tout le monde est payé pareil. Et ça se combine avec un autre truc qui est extraordinaire, qui est la comptabilité hollywoodienne. C'est-à-dire que les films aux États-Unis ne sont pas rentables. C'est pas intéressant que les films soient rentables. Donc, en général, ils se débrouillent pour que, en termes de dépenses, donc de frais, de production, etc., ça dépasse très largement les bénéfices que les films vont faire au cinéma. Ce qui fait que les films font 0 recette. Ce qui fait que tu peux même pas derrière reverser aux gens des retours sur les ventes, puisque officiellement il y en a pas. Par exemple, c'était le cas pour le mec qui a joué Dark Vador dans Star Wars, qui a décidé, lui a dit le film va cartonner, tu sais quoi, payez-moi une misère, en échange par contre je vous demande 10% des recettes. Ils lui ont dit ok, on a fait 0. Star Wars est déficitaire. Je crois que c'est le 2, comment ça s'appelle, le retour du Jedi. L'Empire contre-attaque. L'Empire contre-attaque, pardon, je sais plus. Il est déficitaire. Et il a perdu d'argent, le film. Alors, ce qui est plus vrai aujourd'hui, parce que. C'est encore un petit peu vrai aujourd'hui. Ça dépend à quelle échelle de film on se place. Effectivement, tu prends un Marvel, ils se font quand même des milliards d'euros. Si je prends l'ensemble des Marvel, ils se sont fait plusieurs dizaines de milliards d'euros. Donc, mais globalement, effectivement, je pense que là où tu as sans doute encore raison, c'est effectivement, on est constamment sur des dépenses dans la surenchère. C'est-à-dire que effectivement le coût d'un film, malgré le fait que ça engage beaucoup plus de personnel, en fait, je prends un exemple français du coup pour un peu étayer le truc. Superchondriac, Danny Boone. À votre avis, film français avec pas beaucoup d'effets spéciaux, une comédie.
budget du film. 20 Oui, millions. mais alors, en France, c'est parce qu'on a des tarifs qui sont pareils. Là, c'est syndical, mais sauf que ça va plutôt dans le bon sens. Ouais, oui. 20 millions. Je sais pas. Ouais. 40 millions d'euros. Ouais. 40 millions d'euros, alors que le film, franchement, tu prends n'importe quelle prod, etc., tu peux le faire pour 1 million. Oui, bien sûr. Oui. Mais, et inversement, il y a des films qui ont été réalisés de manière semi-professionnelle et qui aujourd'hui ne peuvent pas être distribués parce que justement ils n'ont pas respecté les tarifs syndicaux pour leur. En les France, gens... non, mais après. C'était, je crois, Le Jour de la Comète, je crois, ce film qui est interdit de diffusion au cinéma, interdit de vente. Enfin, tu peux pas le film, tu peux pas le vendre. Effectivement, c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est en gros parce que Danny Boone était acteur, réalisateur, producteur, donc du coup, effectivement, et aux États-Unis, on a le film identique, c'est un Marvel avec un Iron Man, par exemple 3, ou notre ami Robert Downey Jr. 50 millions, quoi. Voilà, en fait, tu payes en fait du vent, parce que pour le coup, c'est du vent. Peu importe le respect que je peux avoir pour l'acteur que j'aime bien en plus au demeurant, mais c'est vraiment du vent. Et pour revenir un petit peu à ton introduction, et après du coup, peut-être que je te laisserai conclure définitivement. Non, je pense que je te laisse finir. Tu as entamé la conclusion, je te laisse finir la conclusion. C'est vraiment, effectivement, je me suis dit, est-ce que cette balance est favorable ou défavorable? Et en fait, je me dis qu'elle est quand même défavorable. D'accord. Parce qu'elle prive de temps sur des activités qui, en tout cas à titre personnel, me demandent plus d'attention. Type faire de la musique, c'est-à-dire m'entraîner à la basse, apprendre le piano, apprendre, je sais pas, pendant des années j'ai rêvé d'apprendre d'autres langues, le japonais, l'arabe, l'espagnol, enfin je voulais apprendre plein d'autres langues. Et ou même le sport en fait, tout simplement, c'est-à-dire que l'activité sportive, pareil, ça demande un investissement, un effort de base. Et ça, je le fais pas parce que c'est tellement plus facile d'allumer sa console pour regarder une série ou jouer. Que globalement il y a un sentiment effectivement de frustration globale, d'insatisfaction, de pas pouvoir tout accomplir, effectivement, la peur de manquer aussi, la difficulté de revoir ou de refaire une expérience, excepté le jeu vidéo, parce que pour le coup le jeu vidéo c'est le seul média où j'arrive à le faire facilement. Et voilà ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait on n'a jamais autant produit de choses et qu'aussi peu de gens en vivent. Écoute, est-ce que Ultraji, tu aurais quelque chose, toi? Un truc à ajouter, c'est que dans cet océan de produits culturels qui sont offerts à nous, il y a énormément de médiocrité. Et c'est vraiment dommage de passer son temps à consommer des trucs qui sont pas ouf, alors qu'il y en a d'autres qui sont extraordinaires, mais qu'on n'a pas le temps de consommer parce qu'on se dit, Et justement, cette petite voie d'espoir, en fait, c'est aussi, mais bon, ça va être compliqué avec la façon dont on fonctionne nous, la rareté, des fois, ça augmente le plaisir. Bien sûr. Aussi, et il y a aussi ce côté où on n'a pas envie de prendre le risque de se dire, je vais explorer quelque chose. Enfin, moi, je sais qu'il y a eu des époques où j'allais au cinéma au hasard. Enfin, je veux dire, pareil. Moi, je choisissais un film comme ça. Ou alors, j'allais à la médiathèque et je prenais des films ou des albums ou des livres et complètement au pif, juste parce que, l'affiche, la pochette me semble sympa et j'ai trouvé des trucs extraordinaires comme ça. Et je me dis que ça, combiné avec le fait que aujourd'hui, on a tellement de liberté que finalement, ça nous entrave. Est-ce qu'il faudrait pas mettre en place un système où, et là en fait je fais encore une annonce d'un truc extraordinaire qu'on fera jamais, mais je le dis quand même, comme bon anniversaire Bernard, on va le faire. Oui. Un système de curation où on s'arrangerait entre nous une fois par semaine peut-être pour se dire ce soir ou tel jour on fait tous les trois la même chose et c'est quelque chose de bien. On le sait parce que l'un d'entre nous l'a validé à 2000% et qu'on pourrait partager avec nos spectateurs de l'actu des métadarons, par exemple. Et ça ferait une excellente transition vers nos teriyakis. Comme quoi, par exemple Par exemple, moi, je sais pas, je me souviens d'un jeu auquel vous n'avez jamais joué et que j'ai trouvé très très bien à l'époque. Et puis je vous dis, faites Her Story.